Salut à tous et bienvenue sur Une vie de liberté. Je suis Tony, entrepreneur, marchand de biens, coach et investisseur. Ancien chef d'entreprise, piégé dans la rat race, j'ai changé de vie pour retrouver du temps, profiter de ma famille, voyager et exercer une activité pleine de sens. Grâce à mes investissements, j'ai atteint l'indépendance financière en 2018 et depuis 2019, je partage ma passion de la liberté tous les 15 jours sur ce podcast parce que si l'argent est indispensable pour être libre dans ses poches, je suis convaincu que la vraie liberté ne vaut rien si l'on n'apprend pas à l'être aussi dans sa tête. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi, je vous propose des livres, du coaching, des voyages entre investisseurs ainsi que des programmes de formation pour vous permettre d'accélérer votre chemin vers la liberté. Et en 2026, c'est à nouveau avec un grand plaisir que je vous retrouve pour cet épisode. On va pas déroger à la règle, on change d'année, mais je vous propose de commencer comme je le fais tous les 15 jours en remerciant tous les gens qui m'ont écrit suite au podcast de la dernière quinzaine sur YouTube. Un grand merci à Sébastien, Olivier, CH, Lionel, Mouna, Julien et Gérald. Merci à vous tous. Nous sommes 6391 sur YouTube et nous sommes à 518 notes sur Apple Podcast, une note de plus. Un grand merci à toi, Joël, pour ton commentaire 5 étoiles. Et je vous rappelle que si vous voulez me contacter, venir parler avec moi, me poser des questions, le plus simple, c'est encore de le faire sur Instagram, sur mon seul et unique compte, Une vie de liberté, avec la petite étoile bleue pour éviter les vieux piratages des familles, parce qu'à mon avis, en 2026, ça aussi, ça va continuer. Et donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta. J'essaye de partager du contenu tous les jours et je vais essayer d'en partager plus en 2026. Je vous en parlerai, c'est un de mes objectifs de cette année. Donc, je vous propose sans transition qu'on attaque par les news. Je vous le disais, nous sommes en 2026. Je vous souhaite une bonne année, une bonne santé à tous. J'ai fêté mes 44 ans, je vais vous en parler tout à l'heure, mais ça commence à être les trucs de vieux là. Et surtout la santé, hein, bien entendu, une bonne santé. Mais effectivement, l'année 2025 pour moi aura été marquée quand même par des soucis de santé, de mes hernies cervicales qui reviennent me chatouiller, ces petites blessures du passé, de mon époque de véritable rat racer, où j'ai eu des hernies cervicales pour la première fois en 2015. Et j'en suis pas encore complètement sorti, mais voilà, je prends soin de ma santé depuis. En tout cas, je l'ai remis au centre du jeu, et on se rend compte que c'est rien de le dire, quoi. Mais voilà, quand la santé vient nous chatouiller, c'est du sport qu'on peut plus faire ou plus comme avant. C'est de l'énergie qu'on a en moins. Et voilà. Et bien entendu, ce n'est entre guillemets que des hernies cervicales. Et en 2025. J'ai eu autour de moi des proches qui ont eu des maladies, des choses comme ça. Et il a fallu... comment dirais-je ça fait relativiser aussi sur ces soucis de santé. Et ça permet aussi d'apprécier, d'avoir toujours de la gratitude pour se dire, même si j'ai un peu ces hernies qui m'embêtent, je peux bouger, je peux sortir. J'ai quand même pu faire du surf, j'ai quand même pu faire du kite, j'ai quand même pu faire de la moto, j'ai pu faire plein de choses. Donc ça fait relativiser, mais en tout cas, pour 2026, je vous souhaite une bonne santé parce que c'est ce qui permettra d'aller chercher tout le reste. Et vous allez voir, ça redémarre en fanfare, je vais vous en parler, mais c'est ce qui permettra d'aller chercher tout le reste. Donc voilà, je vous souhaite de la réussite dans vos projets. Continuez d'écouter Une vie de liberté, les gentlemen investisseurs, nouveau départ. Et surtout, passez à l'action parce qu'on n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie et elle passe à toute allure. Quand je dis au début de ce podcast que j'ai atteint l'indépendance financière en 2018, c'est là où vraiment je l'ai expérimenté, mais en vérité, je l'ai atteint en 2016. En 2016, je l'avais déjà. C'est juste que j'étais encore dans mon ancienne boîte de TP et que ça prenait du temps pour en sortir. Mais ça fait 10 ans. Voilà. 2026, ça fait 10 ans que je suis indépendant financier, deuxième langue. Et je me dis, c'est dingue à quel point c'est passé vite. J'ai arrêté en 2019, il y a 7 ans. Il y a 7 ans que je me suis retrouvé dans ma cuisine à écouter le tic-tac de l'horloge et à me dire, on va voir mon gars, si tous les plans que tu as prévus pour vivre de tes investissements et vivre grâce à l'investissement, grâce au marchand de biens, ça fonctionne. J'étais loin de m'imaginer que je me lancerais sur les podcasts, que j'écrirais un livre pour commencer, qu'on vivrait toutes ces aventures avec Ben, avec Yann, avec Fabien et aussi moi tout seul avec ce podcast, avec cette communauté qui s'est créée autour de ça. J'étais bien loin de m'imaginer tout ça. Et voilà, le temps passe vite. Le temps passe extrêmement vite. Et il faut en profiter et passer à l'action. C'est
le truc que je vous dirais, quoi. À part la santé en 2026, ne repoussez pas trop. Si vous avez envie de faire des choses, ne les repoussez pas trop. Moi, j'ai passé 12 ans dans un métier où, oui, dans les travaux publics, j'y trouvais de la satisfaction. D'une part parce que j'étais chef d'entreprise, j'étais le boss, donc j'arrivais quand même à m'organiser comme je voulais. Mais malgré tout, entre voilà, les salariés à gérer, les clients très exigeants, pardon, le fait que le métier était extrêmement chronophage, quand je vois aujourd'hui dans quoi je m'éclate, dans le marchand de biens, dans la création de contenu, dans les voyages, dans tout ce qu'on fait, dans le développement personnel, je me dis que oui, j'arrivais à gagner ma vie correctement, mais j'étais hors sujet en fait par rapport à ma vie. Et si vous avez ce sentiment-là dans votre job en 2026, d'être hors sujet, de faire au quotidien un truc que vous n'aimez pas, faut changer. Il faut faire un truc que vous aimez tous les jours. C'est le plus important, au-delà de l'argent, au-delà de l'indépendance financière, au-delà de se dire je veux que le frigo se remplisse tout seul. On ne peut pas sacrifier 15 ans de sa vie à faire un truc qu'on déteste, ou même 20 ans et 25 ans parfois, en se disant un jour je prendrai mon indépendance et je ferai un job qui me plaît enfin. On ne peut pas sacrifier autant d'années de sa vie. Moi, les travaux publics, j'aimais pas ça. Mais c'était pas mon truc, c'était pas ma vie, mais j'y trouvais quand même une certaine forme de plaisir c'était qui m'a permis de tenir ces années-là. Mais en vérité, j'ai fait 5 ans de trop. J'aurais dû faire 7 ans, c'était bien suffisant. J'avais déjà fait le tour du sujet. Et j'ai fait 5 ans de trop. 5 ans où j'aurais pu démarrer avant le marchand de biens, peut-être même la création de contenu, être encore plus précurseur, arriver au tout début. Et ça aurait été encore bien différent. C'est pas grave. S'il fallait refaire les choses, je referais tout exactement de la même façon parce que c'est ce qui m'a permis d'être là et c'est ce qui m'a permis de créer une vie de liberté et de créer cette communauté et de faire tout ça. Donc, il fallait sûrement rien changer. Mais en tout cas, si vous êtes dans cette situation-là, en 2026, que votre boulot ne vous plaît pas, même si vous n'êtes pas indépendant financièrement, pardon, bah, peut-être, j'allais dire indépendant financier, deuxième langue, avec... je suis fier de ma connerie. Si vous n'avez encore pas atteint votre indépendance financière, voilà, on va le dire comme ça, c'est mieux. Peut-être faire au moins tous les jours un métier qui vous plaît, qui vous intéresse. Si vous rêvez de devenir marchand de biens, pourquoi pas aller travailler dans une boîte de promotion immobilière, par exemple, pour joindre l'utile à l'agréable, apprendre un nouveau métier en même temps. Je pense que ça peut être intéressant. Mais voilà, ne vous butez pas dans un truc qui n'est pas fait pour vous trop longtemps, parce que moi, pour être passé à côté de ma vie quelques années, je trouve que c'est dommage, parce que le temps passe vite. Voilà. Le marchand de biens redémarre en fanfare, c'est ce que je m'étais noté. 2026, ça y est, c'est reparti. En ce moment, entre les OP que j'ai en pur marchand de biens, sur la boîte de marchand de biens, et des OP où j'ai envie de dire que c'est du marchand de biens déguisé, alors pas vraiment, mais des OP que j'ai achetés sur ma société foncière parce qu'il y a des locataires qui sont là pour une plus longue date et que je ne peux pas avoir des locaux qui soient libres assez vite pour pouvoir faire du marchand de biens dessus. Je les ai achetés sur la foncière et au fur et à mesure que les locaux se libèrent naturellement, je mets en copropriété et je revends les appartements. Mais on a 5 OP en cours. Donc, c'est trop cool, quoi. Ça redémarre super fort. On a eu une offre acceptée juste avant Noël, une offre acceptée le premier jour de redémarrage de l'année. Donc, ça promet aussi du beau contenu sur la chaîne YouTube. Et je vous en parlerai aussi parce que j'ai envie qu'on s'amuse sur YouTube cette année. Encore un peu plus, être peut-être un peu moins sérieux et un peu plus léger, parler de marchand de biens, mais être encore plus naturel, être encore plus nous. Donc, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais voilà, et puis une belle OP patrimoniale aussi. Je croise les doigts parce que je dois avoir un appel cet après-midi. Là, je vous enregistre le podcast. Il est 8h26 du matin au moment où je l'enregistre. Et j'attends un appel cet après-midi pour une très, très belle opération patrimoniale. On verra si ça fonctionne ou pas. En tout cas, je n'aurai pas de regrets puisque j'ai fait ma plus belle offre. Et voilà, on verra si ça fonctionne. Mais en tout cas, si ça marche, ça sera une des plus belles OP patrimoniales que j'aurais faites. Donc, croisons les doigts. Et puis, même si ce n'est pas celle-ci, comme on dit, c'est que ça ne devait pas se faire et ce sera une autre. Mais en tout cas, on franchit des steps en 2026 aussi sur le patrimoine. Et voilà, c'est vraiment très, très cool. Le marchand de biens redémarre vraiment en fanfare. Et c'est chouette parce qu'on va pouvoir vous faire du contenu aussi là-dessus pour pouvoir alimenter la chaîne. Ça nous fait aussi des belles OP. C'est cool que ça redémarre comme ça puisqu'il y a quand même eu une année où il a fallu aller vraiment
chercher les affaires par rapport à ce qu'on a connu en 2019, 2020, 2021, 2022, même début 2023. C'était complètement différent. Ça demandait beaucoup plus d'efforts pour rentrer des OP, en tout cas dans notre secteur. Quand on voit notre pote Mika, avec qui on a fait la formation, qui investit plus sur le Jura, lui, c'était complètement différent de chez nous, ça a cartonné. Bon, comme quoi, il n'y a pas de règle universelle, mais je suis heureux parce qu'on commence à retrouver des vibes d'il y a quelques années dans le dynamisme, et ça me rassure aussi, ça me fait du bien aussi sur le fait que, on le voit, il y a les élections municipales cette année, les élections présidentielles l'année prochaine, en 2027, et malheureusement, avec tout ça, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'attentisme, qui attendent un homme providentiel pour venir les sauver et tout changer. J'ai envie de faire une vanne. Au-delà de dire que l'homme providentiel, il est arrivé il y a 2000 ans pour nous sauver, blague à part, n'attendez pas qu'un homme politique vienne vous sauver ou changer vos vies. Bien sûr qu'en France, moi je suis un libéral dans l'âme, donc j'aimerais qu'on ait enfin un président, ou homme ou femme, mais avec une vraie, comment dire, une vraie vibe, mais une vraie âme libérale pour amener plus de libéralisme dans la France, plus de liberté d'entreprendre, libérer le travail, arrêter de taxer comme ça. Mais je ne sais pas si ça arrivera tant de l'extrême gauche à l'extrême droite. Dans le fond, le logiciel français est profondément communiste. Donc, vu que ça n'arrive pas, je préfère me changer moi-même. Et quand je vois les bureaux qu'on a créés ici, ils me paraissent quand même très libéraux et très très cool. Ça représente tout ce qu'on aime, un lieu de partage. Je veux dire, on a des bureaux avec une cuisine, avec un salon, avec une télévision pour recevoir des amis. On a mis des voitures de sport dedans parce que quand j'ai vu Taxi, le premier film où Daniel dans Taxi, il avait son appart avec le taxi à l'intérieur, je trouvais ça zinzin. Voilà, 44 ans, on a fait pareil. Et après, derrière les Fast and Furious et tout, j'ai mon studio de podcast je tape dans le micro, mais mon studio de podcast qui est ici, qui est exceptionnel, où je peux partager. À côté, on a un bureau qui est immense, où on peut recevoir les gens en séminaire, les gens viennent chez nous. Donc, je trouve que c'est fantastique, et je m'en suis perdu, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez vous créer votre propre rêve, même si vous êtes en France, même s'il y a des contraintes, même si c'est difficile, même si on vous ramasse 70% de ce que vous gagnez, avec les 30% qui restent, on peut construire quelque chose de chouette. Donc c'est vraiment ce que je vous invite à faire, et n'attendez pas que le nouveau maire ou le nouveau président de la France vienne vous sauver ou vienne tout changer. C'est à vous de miser sur vous, vraiment. Mais ça, vous le savez déjà. Je voudrais dire un gros merci aussi, j'en ai fini avec le marchand de biens, un gros merci à tous ceux qui m'ont souhaité mon anniversaire. Donc voilà, j'ai fait 44 ans le 30 décembre, et c'est rigolo parce que je me revois encore faire le podcast où je fêtais mes 40 ans, et je vois les années qui passent. C'est pour ça que je vous dis ça. Il faut faire quelque chose que vous aimez. Et justement, je vais poursuivre, je ne vais pas passer des heures sur mon anniv, mais je vais poursuivre sur le bilan. Mais avant, quand je voyais les années défiler et que j'étais dans mon ancienne vie où ça ne me plaisait pas, j'étais malheureux parce que je me disais, voilà, une année de plus où tu n'es pas passé à l'action. Une année de plus où tu n'as pas eu, c'est violent ce que je vais dire, mais le courage de vivre ton rêve, le courage d'embrasser cette vie que tu as envie de vivre, qui te tend la main. Et c'est difficile, je sais à quel point c'est difficile. Moi, j'entreprenais en famille, donc il faut l'expliquer à la famille. Je gagnais quand même bien ma vie, donc ça fait dire de faire une croix sur un gros salaire pour tout remettre en jeu en se disant je vais essayer de gagner plus, et je suis même pas sûr, mais en tout cas aujourd'hui je gagne beaucoup et ça me plaît pas, donc qu'est-ce que je fais? Et aujourd'hui, chaque fois que je fête mon anniversaire, je me dis, pourvu que ça s'arrête le plus tard possible, que je continue d'en profiter, mais voilà, je prends de l'âge en faisant des choses qui m'éclatent. Et 44 ans, c'est tout jeune, j'ai encore plein d'aventures à vivre, mais je trouve que c'est chouette de fêter ses anniversaires quand on fait ce qu'on aime. Par rapport à la vie que j'ai connue avant, chaque anniversaire pour moi était un peu une torture. Et d'ailleurs, pendant très très longtemps, j'ai pas du tout fêté mes anniversaires parce que j'aimais pas ça. Et aujourd'hui, j'ai plus de plaisir à les fêter parce que je suis aligné avec ce que je fais. Et justement, on va en arriver sur le bilan. Je voulais vous parler de ça aussi dans ces news.
J'espère que tout le monde a pris le temps, quand même pris un petit moment pour faire le bilan de son année. Et d'ailleurs, ce podcast, je voulais vous faire, pour cet épisode-là, le 1er de janvier, le bilan de mon année 2025, mois par mois, et qu'est-ce que chaque mois m'a appris. Je crois que j'avais fait ça l'année dernière ou l'année d'avant, et j'avais kiffé ce podcast. Je ne sais pas si ça vous avait plu. Dites-le moi, parce que le prochain épisode, il sortira le 26 janvier. On est encore au mois de janvier, on a le droit de souhaiter les vœux jusqu'à la fin de l'année. Et le 26 janvier, je me dis que ce n'est pas trop tard pour faire cette sorte de qu'est-ce que 2025 m'a appris, et puis pour dire au revoir à 2025 le 26 janvier. Si ça vous intéresse, dites-le moi, parce que j'ai plein de questions pour Allo Tonton. Donc soit on fera le dernier épisode de Allo Tonton, je pense que là, j'ai encore au moins une quinzaine de questions. On en prendra 7-8 dans celui-là, puis 6-7 dans l'autre, peut-être, ou inversement. Mais dites-moi, sinon, on peut aussi intercaler cet épisode-là, mon bilan de 2025, et qu'est-ce que 2025 m'a appris. Je pense que ça peut être intéressant. Donc moi, j'ai pris le temps, en tout cas, de faire ça, le bilan de mon année 2025, de voir ce qui s'était passé, quels objectifs j'avais atteints, quels objectifs je n'avais pas du tout atteints. On en avait un peu parlé, je crois, dans le dernier épisode. Mais notamment, je m'étais fixé des objectifs sur lesquels j'ai pas la main. Les marchés financiers, la crypto, voilà, je suis dépendant du marché. Donc autant dire que ces objectifs-là, je ne les ai pas du tout atteints. D'autant plus que voilà, le dollar a quand même pas mal dévalué et que j'ai une bonne partie de mes investissements financiers qui sont en dollars. Il y a eu de la perf, mais elle a été compensée par la baisse du dollar, ou plutôt la baisse du dollar a été compensée par la perf. Ce n'était pas à la hauteur de mes espérances. Bon, j'avais pas la main. Et sur ce sur quoi j'avais la main, la partie business en ligne a bien fonctionné. Les gentlemen investisseurs, nouveau départ, ça suit bien son cours et c'est chouette. Et la partie marchand de biens, voilà, on a fait beaucoup d'efforts. On fait quand même une année qui est pas mal, mais pour moi, qui n'est pas à la hauteur des efforts fournis. Et en fait, si je m'arrête là, je passe complètement à côté de mon année et je suis un peu déçu. Alors que le fait d'avoir bien pris le temps de faire mon bilan, j'ai vu toutes les choses exceptionnelles que j'avais fait cette année, notamment le mastermind Equinox qui était fantastique, et je remercie encore nos participants parce que c'était merveilleux. Et il y a eu plein de choses comme ça, les coachings intensifs nouveau départ, les séminaires qu'on a fait avec les GI, et même les OP de marchands qu'on a fait, même si on n'en a pas fait autant que ce que j'aurais aimé, elles étaient super chouettes. Et en fait, le bilan de 2025, il est super. C'est juste que je m'étais fixé des objectifs sur des choses sur lesquelles je n'avais pas la main. Et quand j'ai juste regardé les chiffres, le bilan est en demi-teinte, alors que quand je regarde le chemin, ce que j'ai vécu, c'est ça qui est le plus important. Le chemin est fantastique et 2025, ça restera pour moi une année merveilleuse. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous invite à le faire si vous ne me suivez pas encore sur Insta. J'ai partagé sur Insta une petite rétrospective. J'ai reparcouru toutes mes photos. Je prends pas mal de photos de mon année 2025. J'ai mis des trucs à la con aussi. Un petit gif de quand on était au kite où je suis sur le paddle. Mais tout ce que j'ai vécu, je pense notamment au mois de janvier où j'étais bien fatigué et où mon pote Chouchou, que je salue et que j'embrasse fort, m'a dit viens, je t'emmène 4 jours, tu sais pas où tu pars. Et on est partis tous les deux 4 jours en Grèce. On a fait marathon Athènes à pied. On a fait 40 000 pas par jour pendant 3 jours. C'était ouf. Et ça reste aussi un de mes plus beaux moments de 2025 parce que c'était complètement inattendu. C'était une parenthèse hors du temps. Je m'imaginais même pas partir à ce moment-là. Ça s'est décidé, je veux dire, en 3 jours. Et ça m'a rappelé aussi à quel point j'aimais la liberté et à quel point c'est pour ça que j'avais fait tout ça. Parce que malgré tout, on avance dans la vie. Et quand voilà, j'ai pu m'offrir aussi des choses qui me faisaient rêver, ces bureaux, les voitures, malgré tout, je suis un investisseur. Donc, les voitures, c'est cash, mais les bureaux, je ne vais pas payer ça à cash, c'est à crédit. Donc, faut quand même faire rentrer de l'autre côté des OP de marchand de biens pour rembourser les crédits de ces bureaux, même si c'est moi qui possède les bureaux, je ne suis pas en loc. Mais ça rajoute, malgré tout, des petites charges que je n'avais pas à une époque. Et aujourd'hui, je peux largement faire les deux. C'est juste une question de perception. Il ne faut juste pas l'oublier. Pas oublier de vivre cette liberté. Et ça m'a fait un bon rappel parce que j'ai eu le sentiment qu'à un petit moment, j'avais peut-être moins vécu cette liberté. J'ai beaucoup travaillé, on a beaucoup développé tout ce qu'on a fait. Et je me suis éclaté là-dedans. Mais je commence à me connaître aujourd'hui à 44 ans. Et je sais que
J'ai parfois du mal à ressentir la fatigue et à ressentir que j'en fais trop, jusqu'à ce que mon corps me le rappelle, et c'est ce qui s'est passé cette année. Donc voilà, je voulais vous dire que j'avais fait le bilan de mon année, je vous invite vraiment à faire pareil, et je me suis fixé mes objectifs pour 2026, et pour la première fois, ils sont un peu différents d'avant. Je ne me suis pas fixé d'objectifs financiers, parce qu'aujourd'hui, j'ai planté beaucoup de graines pour le futur et y a des crédits qui se remboursent. Mon mécanisme, il est bien rodé, je gagne de l'argent, ça part en décès à bourse, ça part en décès à crypto et la boule de neige se fait toute seule. Donc, comme j'ai pas la main, je me fixe pas d'objectifs là-dessus. Par contre, je me suis fixé des objectifs qu'on pourrait dire zen, de moine bouddhiste. Coupe du bois, porte de l'eau. Ça, c'est un proverbe bouddhiste pour te dire que dans la vie, il faut te concentrer sur ce sur quoi tu as la main. Et eux, ils disent coupe du bois, porte de l'eau. Et moi, aujourd'hui, couper du bois et porter de l'eau, ça se résume à m'asseoir derrière ce micro pour vous faire des podcasts. Ça se résume à scruter Moteur Imo et Le Bon Coin pour trouver des OP de marchand de biens, les visiter, faire des offres. Et là, j'ai alimenté ma machine. Et si je fais tout ça, j'aurai des événements où je vais vous rencontrer, on va se voir, on va passer des bons moments. De l'autre côté, je vais rentrer des OP de marchand de biens, je vais rentrer du cash, je vais alimenter tout mon système. Et voilà, le cercle vertueux fonctionnera. Mais plutôt que de me prendre la tête en me disant est-ce que la bourse va faire tel montant et tout, je me dis coupe du bois, porte de l'eau, fais ce qui compte au quotidien. Et surtout, des objectifs qui ne sont pas business du tout. J'ai mis des voyages, j'ai mis du cheval, j'ai mis des moments en couple, j'ai mis des moments en famille. Et c'est ça qui va compter. Et surtout, j'ai aussi mis... j'ai aussi mis m'amuser, continuer de m'amuser dans ce podcast, par exemple, où ça fait 22 minutes que je vous parle. On en est encore aux news et on verra jusqu'où on va. Mais je me dis, après 7 ans de Une vie de liberté, quelle était ma valeur ajoutée sur ce podcast aujourd'hui ? Est-ce que c'était absolument que le 12 janvier, je vous fasse cet épisode mon année 2025 avec les leçons que j'ai apprises, ou un Allô Tonton ? En fait, ce qui compte, c'est juste que je sois là, que je sois présent, que je sois dans le moment présent et que je vous partage ce que j'ai envie de vous partager sur le moment. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Et je vais aussi, je pense, plus publier sur Insta. Pour ceux qui me suivent sur Insta, j'ai mis des réels un peu plus humoristiques avec les voitures, ces vacances, parce que ma créativité avait envie d'aller par là. C'est des trucs qui ont cartonné. Bien sûr, il ne faut pas faire que ça. Je ne suis pas ni une chaîne humour, ni une chaîne voiture, mais je suis tout ça en même temps, finalement. Et c'est tout ce que j'ai envie de proposer et de vous apporter. Aussi plus de réels sur nos visites IMO. Je me suis longtemps interdit de le faire parce que quand on visite en immobilier, je me suis dit les gens, c'est leur bien. Mais là, je vais essayer de filmer intelligemment pour pouvoir derrière vous faire des réels avec les vidéos de ce qu'on a visité, une petite voix off. J'ai commencé à le faire sur Insta. Et aussi sur les vlogs marchands de biens avec Ben, on a eu des idées. Donc vous verrez, on va vous emmener en visite au mois de janvier avec nous sur une de nos OP qui est signée. D'habitude, j'attendais que les OP soient finis. Et là, l'OP est en cours. Et j'ai envie de vous la montrer pendant qu'elle est en cours. Donc on le fera comme ça. Et au mois de février, on a fait un nouveau concept. Alors, vous attendez pas à Squeezie non plus sur la production. Calmez-vous. Mais par contre, un concept un peu plus rigolo, puisqu'on accueille 2 jeunes avec nous qui vont faire leur stage de 3e. Ils seront avec nous, donc je pense que ça peut être l'occasion aussi de... Je pense que les parents sont d'accord, il faut que je pose la question, mais est-ce qu'ils apparaîtront à la caméra ou pas ? Je ne sais pas. Mais de faire en tout cas une vidéo avec eux et de vous apporter autre chose, que ce soit à mi-chemin entre le marchand de biens et ce qu'on fait, et aussi vous divertir, parce que mine de rien, avec Ben, quand on est au bureau, la moitié du temps, on le passe à bosser très sérieusement, et l'autre moitié du temps, on la passe à faire les cons quand même. Et je me dis, on partage que la partie où on bosse, et on ne vous partage pas la partie où on passe notre temps à faire les cons. Et je me dis que c'est un peu dommage, parce que ça donne pas le prisme complet. Et c'est même si c'est pas facile de faire le con derrière une caméra, puisque ça rajoute toujours ce filtre. Mais voilà, en tout cas, mes objectifs cette année seront un peu différents, et je vous invite vraiment à faire les vôtres. J'ai quasiment fini. Je veux vous dire que le Mastermind Entrepreneuriat aura lieu les 29 et 30 janvier dans ces bureaux. Il ne reste que
2 places. Vous avez le lien dans la description. Et la deuxième chose que je veux vous dire, le Mastermind Enduro avec les Gentlemen Investisseurs, avec Yann, c'est du 8 au 14 mars. C'est à côté de chez nous, dans le Puy-de-Dôme, c'est en Haute-Loire. Il nous reste 2 places aussi. Donc voilà, si vous voulez passer du temps avec nous, si vous voulez passer du temps avec moi, puisque l'enduro, je ne sais pas à quelle sauce je serai mangé, si je vais pouvoir faire de l'enduro ou pas cette année, si je serai remis, mais bon, on verra bien. Sinon, j'aiderai notre cuisinier Sam à vous préparer des petits plats, mais en tout cas, je serai présent dans le gîte avec vous toute la semaine et je pense que je pourrais faire de la moto, mais vraiment en mode rando pour éviter toute chute. Et après 25 minutes de podcast, j'en ai fini avec les news et je vous propose qu'on revienne sur le dernier Allô Tonton. Bon, il y avait riche dans le titre, donc forcément, ça a cartonné. Le podcast a cartonné sur YouTube. Je regarde très peu les écoutes d'Une vie de liberté sur toutes les autres plateformes. Mais bon, ça fait à peu près 10% des vues sur YouTube et le reste, c'est sur toutes les plateformes de podcast. Donc voilà, c'est cool, mais le podcast a cartonné. Donc merci beaucoup à vous sur YouTube. Et on va prendre un premier message de Seb. Seb qui me dit « Merci pour ta réponse personnalisée, Tony. En effet, développer mon patrimoine est mon prochain objectif. Aujourd'hui, nous possédons 2/3 de notre villa familiale en patrimoine, mais nous avons décidé le mois passé de vendre notre villa dans laquelle nous pensions finir nos jours pour déménager dans les Ardennes et ouvrir un gîte. Cela permettra à ma compagne de quitter son boulot de salarié également et de pouvoir être tous les deux libres. Je sais que je suis sur ma voie et je ne ressens pas le besoin réel de me former pour avoir plus, mais je ressens quand même le besoin de côtoyer des gens comme toi qui dégagent une belle énergie. Merci à toi. Et rien que pour ça, je payerais bien un de tes séminaires. J'ai également une contradiction en moi, entre parenthèses mon côté écolo, aïe aïe aïe, qui me dit que argent égale pollution et donc paradoxalement, c'est peut-être ça aussi qui fait que j'arrive à toujours être satisfait de ce que j'ai et que je ne ressens pas le besoin de plus, malgré que je m'en sens capable, mais juste d'avoir une vie en adéquation. À bientôt, Tony. PS, le Mastermind Randonnée Auvergne ne renvoie pas vers la bonne page, je pense que cela pourrait m'intéresser. Alors, pour le Mastermind Auvergne, Randonnée Auvergne, c'est normal puisqu'il n'est pas encore en vente. Les places seront en vente, si je ne dis pas de bêtises, je vais vous le regarder en même temps, le vendredi 30 janvier. Et comme d'habitude, pour les auditeurs du podcast privé des Gentlemen Investisseurs en premier. Donc, ce n'est pas pour vous claquer le podcast privé, mais si vous n'êtes pas sur le podcast privé, je ne veux pas m'avancer parce que les séminaires, parfois, c'est inégal. Mais sur ce séminaire-là, j'ai l'impression que c'est comme le surf, on va se faire défoncer. Je reçois tellement de messages pour ce séminaire que j'ai peur que ça parte dans la journée, quoi. Peut-être même avant. Peut-être que je peux me tromper. Mais je pense que ce séminaire rando fait tellement envie qu'il devrait partir assez vite. Donc les places seront disponibles, je pense, au moment de la sortie du podcast des Gentlemen Investisseurs, donc vers 10h, le vendredi 30 janvier, sur le Patreon, le podcast privé DGI. Donc voilà pour ça, Seb. Et sinon, pour répondre à ton message, pour moi, il y a 2 choses dans ce que tu dis. Le fait que tu ressentes que tu en as assez. Alors, le assez gate. Je viens de la Loire, les amis. Et dans la Loire, on ne dit pas assez, on dit assez. Donc, c'est comme ça. Est-ce qu'il y en a ? J'ai sorti un réel où dedans... Hello, quand elle l'a monté, je répète 15 fois dans le réel, j'en ai assez. Et bon, on dit j'en ai assez en français correct, sauf que je viens de la patrie d'Aimé Jacquet, et Aimé Jacquet, on ne dit pas Aimé Jacquet, on dit Aimé Jacquet. Et donc j'en ai assez. Et oui, c'est ça, je ne suis pas parisien les amis, je n'ai pas un accent neutre, je viens de la Loire. Donc non, tout ça pour dire que je vais essayer de faire un petit effort pour vous économiser vos oreilles. Mais si tu en as assez, bravo à toi, franchement. Et alors bravo à toi, ça veut rien dire, mais je pense que c'est une qualité à un moment. Et tu vois, je le disais aujourd'hui, je me suis fixé des objectifs différents. Cette année, mes objectifs, c'est pas toujours plus. Et aujourd'hui, dans mes prières et dans ma lettre à l'univers, j'exerce plus ma gratitude plutôt que de réclamer des choses pour la suite. Donc, d'une certaine façon, j'exerce aussi ça de mon côté. Et je pense que c'est une grande force d'avoir cette conscience que
bien sûr qu'on peut être ambitieux, bien sûr qu'on peut vouloir plus, mais la conscience que dans l'instant présent, on en a assez pour être heureux et qu'on n'en veut pas forcément toujours plus. Donc ça, je pense que c'est une grande force. En revanche, si ta conviction, elle vient de là, tant mieux. Si maintenant ta conviction, tu sens qu'elle vient juste de cette contradiction en toi qui te fait dire « Ouais, mais je suis écolo, argent égale pollution, donc c'est pour ça que j'en veux pas plus », et qu'au fond, tu sens d'une certaine façon que tu le subis, là, par contre, pour moi, c'est pas bon. Et même de ce point de vue-là, faites attention avec ces croyances limitantes pleines de bons sentiments, du camp du bien. Là, je l'ai vu récemment, je me suis amusé à troller un petit peu, mais il y a eu la capture du dictateur vénézuélien Maduro par Donald Trump, où on a vu tous nos chers gauchos dire oui, le droit international a été bafoué. Ces mêmes gauchos qui ne souhaitent qu'une chose, c'est l'abolition des frontières. Alors, il faut savoir, il faut des frontières ou il ne faut pas de frontières. Mais blague à part, là-dessus, ça m'a fait sourire parce que donc il y a eu pas mal de posts sur Facebook où il y avait des gens qui disaient oui, c'est pas bien, et je me suis amusé à troller un petit peu et j'ai marqué 2026 n'a pas commencé depuis 4 jours et déjà un communiste derrière les barreaux. Quelle belle année de 2026 nous réserve, un truc comme ça. Oui, je sais. De temps en temps, ça fait plaisir de troller un petit peu. L'algorithme m'a bombardé de ça. Au bout d'un moment, j'ai craqué. Et j'ai quelqu'un qui m'a marqué. Vous rêvez d'un jour où l'humanisme, la fraternité, le bon sens, le partage prendront fin. Pour qui vous prenez-vous? Et je ne vais pas faire le... Comment dirais-je? Je vois ces gens-là qui me bombardent de miel du camp du bien, et on n'en parle pas beaucoup sur les réseaux, mais chaque année, en perso, avec Yann, si on cumule tout, on fait des dons de sommes à 5 chiffres chaque année. Et le premier chiffre, c'est pas 1. Voilà, c'est pas le chiffre 1. Donc ces gens-là, est-ce que ces gens-là qui ont le cœur sur la main et tout ça, donnent, en plus de tous les impôts, je parle, donnent à des associations, à des causes qui leur sont chères, des sommes à 5 chiffres? Est-ce qu'ils le font? Je ne pense pas. Et je me dis, c'est toujours marrant cette générosité à 2 vitesses. Alors, je ne suis pas en train de dire oui, on est géniaux, on donne. C'est pas ce que je veux dire. C'est pour ça que j'en parle jamais. J'en parle parce que ça me fait penser à ça. Mais méfiez-vous de tous ces gens du camp du bien qui vont vous bombarder de fraternité, de tout ça, et qui en fait sont des gens qui payent même pas d'impôts la plupart du temps et qui ont, comment dirais-je, c'est que de la façade, quoi. Et qui vont vous diaboliser parce que vous êtes capitaliste et vous gagnez de l'argent. C'est justement parce que je suis capitaliste libéral et qu'on arrive à gagner pas mal d'argent que je peux faire ces dons-là à des causes qui me sont chères et pour aider des jeunes à avancer sur leurs projets. C'est justement grâce à ça. Ça me permet de faire ça. Donc, l'argent, pour moi, n'est pas égal à pollution. L'argent est égal à liberté, pour moi. Vraiment, dans ma croyance, argent égale liberté. Liberté de penser, liberté de me déplacer, liberté d'aider les gens que je peux aider. Et je te promets, Seb, quand j'étais pauvre, il y a 20 ans, que j'ai commencé à travailler, tu vois, j'ai 44, quand j'avais 24 ans, j'ai fêté mes 24 ans à Glasgow. Je gagnais un peu plus de 2000 balles par mois et mon patrimoine net devait s'élever à 12 000 euros, tu vois, en sortant des études avec toutes les étrennes que j'avais cumulées. J'ai fait mes études tard, j'ai fait mon bac plus 5 en 6 ans. Et là, je ne pouvais pas aider mon prochain. Quand ton patrimoine net, c'est 12 000 euros, tu risques pas de donner 10 000 balles à une association tous les ans. C'est pas possible. Donc, pour moi, argent égale liberté. Et finalement, l'argent ne reflètera que la personne que tu es. Donc, soyez prudent avec ces mentalités-là. Et je peux te donner une autre contradiction qui te fera sourire sur le argent égale pollution. J'ai une connaissance très très proche de moi qui est partie en vacances cet hiver en Guadeloupe. Et à la Soufrière, en randonnée, elle a croisé Manon Aubry.
Donc, vous situez tous Manon Aubry, voilà, ses t-shirts taxer les riches et tous ces trucs-là. Ben, Manon Aubry, pendant ses vacances de Noël, elle a pris l'avion très très polluant pour aller jusqu'en Guadeloupe, s'offrir des vacances de riches, puisqu'en France il fait froid, elle est allée se mettre au soleil. Donc, ces gens-là qui sont des chantres de la vertu irréprochable, qui traquent Bernard Arnault pour ses déplacements en jet, prennent l'avion pour aller se foutre au soleil en plein hiver. Donc voilà, méfiez-vous de ces gens qui veulent laver plus blanc que blanc. Je m'en méfie toujours, c'est souvent les moins vertueux. Moi, j'ai pas la prétention d'être l'homme le plus vertueux du monde. 2026 n'a pas commencé, que j'ai déjà 2 voyages en avion prévus, donc je vais prendre 4 fois l'avion cette année. Et ça, c'est ce qui est prévu. J'en ai encore 2 dans la tête, donc je risque de prendre 8 fois l'avion. Je suis pas le meilleur du monde, mais par contre, je fais de mon mieux et j'essaye de... Mon combat, c'est pas celui-là. Mon combat, c'est la finance personnelle des investisseurs pour les aider à avoir une vie plus libre. Mon combat, c'est le développement personnel, permettre aux gens d'avoir les clés pour vivre une vie plus heureuse, même s'ils n'ont pas tiré les meilleures cartes à la naissance ou que la vie ne les a pas épargnés. C'est ça mon combat. Et c'est ce que j'essaye de faire au mieux. Et je ne suis pas parfait, je fais de mon mieux. Mais donc, méfiez-vous de ces choses-là et méfiez-vous des gens qui vous passent ce genre de discours, qui vous mettent ça dans la tête. Je pense que ça vaut le coup de travailler là-dessus, mon petit Seb, pour que au moins ton choix d'en avoir assez soit un véritable choix conscient. On va prendre un petit message de Olive, mon pote Olive, qui me dit « Allô tonton, quelques réponses pour des personnes, mais qui peuvent intéresser tout le monde. Toujours un plaisir de t'écouter, mon pote. À plus. » Et c'était juste, j'ai voulu lire le message d'Olive, parce que ça me fait plaisir de lire un message d'Olive déjà, mais surtout pour dire que, c'est ce que je vous disais un peu au début de ce podcast, je pensais faire mon sujet de ce podcast, mon année 2025, en 12 leçons, les leçons que j'ai apprises chaque mois de cette année. Et avec la rentrée, puis les vacances aussi, j'ai bien profité. J'ai pas pris le temps de préparer cet épisode comme je le voulais, avec tout le soin que j'aime y apporter. Et je me suis dit, c'est pas grave, tu as des questions d'Allô tonton, il y a des gens aussi qui attendent leurs réponses, donc ça te permettra de répondre à leurs questions. Mais je me suis dit, qu'est-ce que c'est finalement l'essentiel? L'essentiel, c'est d'être présent derrière ce micro, c'est d'être là pour vous faire un podcast, c'est d'essayer, en tout cas, à mon sens, de vous apporter de la valeur, en tout cas modestement, et de s'amuser, et de passer un bon moment. Et même si vous n'avez pas posé de questions, vous n'avez pas la réponse à votre question, ou même si vous n'avez pas vécu mon année 2025, finalement, les réponses à ces questions, même si elles sont personnelles, ça peut intéresser tout le monde et ça enrichit toute la communauté. Et c'est tout l'essence d'une vie de liberté et de vous redonner la parole aussi. Vous le voyez, il y a des gens qui me disent « Ouais, Tony, j'écoute ton podcast, ça fait 37 minutes que tu parles, t'as toujours pas attaqué le sujet. » Oui, parce que c'est pas une vie de liberté, c'est pas un podcast en interview. Il y a des interviews de temps en temps, mais c'est une vie de liberté, c'est un mec qui parle tout seul dans son micro et qui partage sa vie d'investisseur, sa vie de mec... indépendant financièrement, qui a choisi de miser sur lui et puis de le partager avec d'autres, comme d'autres l'ont partagé avec moi bien avant moi, des gens qui ont fait des podcasts en solo. Je pense à Darwin, Business en bagnole, c'est des podcasts que j'ai beaucoup écoutés, moi qui me plaisaient énormément. Je pense à Jean Rivière, je pense à Antoine BM. C'est tous ces gens qui partageaient, Rudy Koya bien entendu, ces gens qui partageaient tout seuls sur un podcast en solo, et bien sûr mon pote Nico Popovic. C'est ce que j'ai toujours aimé, je crois, me mettre derrière un micro et puis produire ce contenu. Et il y a des fois où ça fait des masterclass, il y a des fois où c'est un petit peu moins bien, mais au final c'est pas grave. Et le tout, c'est que ça puisse profiter à tout le monde et que la communauté soit aussi au centre. C'est ça qui m'intéressait. Et c'est pour ça que je parle beaucoup des masterminds, mais pour moi, c'est le prolongement. Cette année, on en fait un petit peu moins, mais au final, on doit avoir pas loin en tout de presque une dizaine d'événements. Je ne sais pas s'il y a d'autres créateurs de contenu qui font autant d'événements où ils rencontrent leur communauté. C'est pas ce qu'il y a de plus rentable. Vaut mieux vendre de la formation en ligne si on regarde que l'argent. Donc c'est pas pour ça qu'on le fait, mais c'est aussi parce que on noue des liens, on vous rencontre. Et pour moi, c'est ça la finalité au bout. C'est comme un musicien qui enregistre des CD et qui à la fin fait son concert pour rencontrer son public. Pour moi, les séminaires, c'est les concerts, quoi. Merci à toi, Olive, pour ton message. Et on a un dernier message de Yo qui me dit
Salut Tony, encore un super épisode. J'ai particulièrement apprécié le passage sur la gratitude et les victoires. J'ai mis pas mal d'années avant d'apprécier les choses et de m'auto-féliciter. Avec le recul, je me rends compte de l'importance de se poser et de faire un retour en arrière sur ce que l'on a accompli. À bientôt. Merci Yo pour ton message et pour être parfaitement honnête avec toi, c'est tout des choses que je sais, ça. Bien entendu, les victoires, c'est des choses que j'ai fait quand d'abord j'ai fait mon accompagnement PNL. Et maintenant, aujourd'hui, que je suis coach PNL, quand j'accompagne les gens, il y a un vrai travail sur les victoires sur lequel on insiste énormément. Et la gratitude, je l'ai longtemps pratiquée et je me rends compte que c'est quelque chose qui ne se démode pas, tu vois. 10 ans après avoir atteint l'indépendance financière, pour pas me perdre dans toujours plus. Ça ne veut pas dire qu'on arrête d'être ambitieux, hein, mais si on attend d'avoir toujours plus pour être pleinement heureux, c'est un leurre et on se trompe parce qu'il y aura toujours plus riche que nous, il y aura toujours une course de plus, il y aura toujours un truc de plus à faire. Ce qu'il faut, c'est profiter du chemin, de la façon dont on le fait. Et ça peut passer que par la gratitude et par le fait de s'auto-féliciter. Et je me rends compte encore une fois, tu vois, je me mets avec toi, Yo, à quel point moi j'ai encore besoin, malgré tout, des années après, aujourd'hui, aussi de le faire pour pas seulement prendre la mesure du patrimoine financier que j'ai réalisé, des boîtes que j'ai créées, de tout ce que j'ai fait, mais surtout sur ce chemin-là de l'homme que je suis devenu, du père que je suis devenu, du conjoint que je suis devenu, de l'ami que je suis devenu, de l'associé que je suis devenu, de toutes ces choses-là. Et ça peut aussi se faire que par la gratitude, et aussi tu en parles, par les victoires, mais pas seulement de fêter des victoires qui soient financières, qui soient des réalisations professionnelles, des victoires qui soient aussi des victoires du quotidien, des victoires humaines, je pense. Et à mon avis, c'est extrêmement puissant et ça va être un de mes travaux, un de mes leviers de 2026. Donc, merci à toi, Yo, d'avoir souligné ça. C'était chouette de pouvoir revenir dessus. Et j'en ai terminé avec le retour sur le sujet de la dernière quinzaine et je vous propose qu'on passe sans transition au sujet de cette semaine. Allô tonton numéro 15, on va continuer tous vos messages, vous m'avez bombardé, c'est rien de le dire, j'ai au moins une quinzaine de questions, donc on fera encore pas tout aujourd'hui, on refera peut-être un épisode, mais c'est chouette de voir à quel point vous répondez présent à chaque fois sur ces questions quand je vous pose une question par mail sur Allo Tonton. Donc merci à vous tous. Premier message de Nicolas. Nicolas qui me dit « Salut Tony, je saute sur l'occasion pour te proposer un sujet qui, je sais, te tient à cœur aussi. Il s'agit de la transmission de notre patrimoine à nos enfants. Comment pouvons-nous transmettre de l'immobilier sans se faire ouvrir en deux par les impôts, les frais de succession et autres diableries que nous invente notre précieux gouvernement ? Pour la bourse, peut-on transmettre un portefeuille boursier, en ouvrir un à son nom ? J'attends une petite fille pour tout début janvier. C'est peut-être un peu tôt pour y penser, mais je pense que ce sujet peut aider beaucoup de monde. Je me suis inscrit au podcast privé Patreon et c'est une pépite très complémentaire des podcasts publics. Merci sincèrement Tony, les gentlemen sont plus qu'au niveau. Excellente journée Nicolas. Merci à toi Nico, merci beaucoup pour ton message, merci pour ton soutien sur le Patreon des gentlemen investisseurs. On est aussi ravis on fait la promo une fois par an à 9 € au mois de novembre. Mais sinon, pour 12 balles par mois, c'est un menu best-of auquel je n'ai plus droit depuis que j'ai repris la diète. Mais ou une fois par semaine, on va dire. Mais bon, je vais au McDo une fois dans l'année, je pense. Même pas je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais j'aurais pu dire un paquet de clopes, mais je ne fume pas non plus. Donc voilà, mais pour 12 balles par mois, vous avez 10% sur les formations à l'année. Vous avez tous les séminaires en avant-première pendant une semaine pour réserver avant tout le monde. Et vous avez bien entendu 2 podcasts par semaine avec un ton beaucoup plus libre où sur ce podcast-là, on dit vraiment les termes. Avec Yann, on ne parle pas chinois, chose qu'on ne peut pas faire complètement librement sur YouTube. Puisque c'est public et on préfère avoir des oreilles un peu plus averties. On balance un peu plus de chiffres aussi. Donc voilà, merci à toi. Pour répondre à ta question, la transmission, il faut déjà créer ton patrimoine avant de songer à le transmettre aussi. Mais c'est une très très grande question en France et c'est une misère tant le patrimoine est taxé.
le patrimoine immobilier est aussi bien plus taxé que le patrimoine financier. Donc les choses que tu peux faire déjà, pour commencer, c'est bien entendu ouvrir un portefeuille boursier au nom de ta fille. Tu peux lui ouvrir une assurance vie pour enfants. Ça marche très très bien. Moi, j'en ai une pour mes 2 filles chez Boursorama, une assurance vie pour enfants. Et ensuite, tu peux lui verser 30, 20, 50 euros, 100 euros par mois si tu veux. Et tu vois, moi, mes filles sont moitié Nasdaq, moitié SP500. Depuis, alors pas leur naissance, je te mentirais si je te disais ça, mais ça fait au moins, ça doit faire pas loin ça fait plus de 10 ans en tout cas que leur assurance vie est ouverte et qu'elles capitalisent sur le SP500 et le Nasdaq. Et elles ont bien pris goût, elles ont compris comment ça marchait. Tu vois, à Noël, elles ont eu des étrennes, on les a mis sur cette assurance vie. Donc ça, c'est déjà la première chose à faire à mon sens. Et ensuite, si tu veux leur transmettre de l'immobilier, je pense que la meilleure façon de le faire, c'est déjà d'attendre qu'elles soient majeures. C'est compliqué d'avoir des SCI ou des holdings avec des enfants mineurs parce que tu peux avoir des complications pour les emprunts, faire emprunter des mineurs, c'est assez compliqué. Donc l'idée, c'est déjà que tant qu'elles sont mineures, tant que ta fille est mineure, lui ouvrir une assurance vie à son nom et l'abonder tous les mois. Encore une fois, je te donne que mon point de vue. Je ne suis pas expert en succession. Si tu veux avancer là-dessus, l'idéal, c'est quand même de voir un avocat fiscaliste et ton notaire. Moi, tu vois, c'est ce que je vais faire puisque ma plus grande sera majeure l'année prochaine. Donc, c'est des choses qui commencent à arriver. Et la deuxième chose aussi, c'est de ne pas mettre trop de pression à des enfants. Parce que tu sais, quand un enfant il a 18 ans, il va attaquer ses études. Aujourd'hui, les études sont parfois longues. Tu sors d'études, tu as 22, 23, peut-être 24 ans. Et tu as tout à faire. Et je pense que c'est pas mal non plus, moi, tu vois, pour avoir, j'en ai toujours parlé dans ce podcast, mais hérité d'une maison et d'un terrain assez jeune, ça m'a mis quand même un coup de pression de me dire, mais il va falloir que je construise une maison sur ce terrain un jour ou l'autre, il faut que j'entretienne cette maison-là. Ça m'a mis une pression sur le lieu habité, parce que c'était pas une maison qui pouvait, à proprement parler, vraiment se louer. C'est plutôt une maison à habiter, c'était assez grand, une ancienne ferme rénovée. C'est des trucs qui m'ont mis la pression et qui m'ont mis un peu un boulet au pied, alors que je sais que l'intention première n'était pas du tout celle-là. L'intention première, c'était éviter l'impôt et transmettre. Mais moi, j'ai reçu ça tôt. Ça m'a mis un peu la pression. Donc, je te conseillerais de laisser aussi tes enfants, pas faire leurs preuves, hein, mais avancer eux-mêmes dans la vie. Tu peux bien entendu les aider financièrement à ce moment-là, pour leur premier appartement. Tu vois, faut le faire délicatement. C'est pour ça que ça peut être intéressant d'ouvrir un portefeuille boursier très très jeune. Si tu as mis 300 euros par mois, on ne peut pas dire que c'est une donation déguisée. Mais si pendant 20 ans, tu mets 300 euros par mois sur un portefeuille sur le SP500, ton enfant, quand il fête ses 20 ans, il y a 300 000 balles, ou peut-être même plus sur le... Je n'ai pas fait le calcul, je ne vais pas le faire là. Mais il y aura beaucoup d'argent sur ce portefeuille boursier. Donc c'est une très très bonne façon de lui le constituer. On ne va pas dire, mais c'est une donation déguisée de 300 000 euros. Non, non, je suis désolé. C'est 300 euros par mois pendant 20 ans que j'ai abondé sur cette assurance vie. Ah, d'accord, ok, très bien. Ça peut être une des meilleures façons de le faire. Maintenant, si on élude donc le patrimoine financier et qu'on élude le fait de trop transmettre peut-être et mettre la pression, je pense que l'idéal, c'est à la fin de détenir son immobilier dans une société holding qui soit aussi très endetté. C'est quand même le but de refaire de l'endettement à chaque fois dessus pour limiter la valeur de la holding et commencer à faire rentrer tes enfants dans ta holding et leur passer le flambeau au travers d'une société. Tu es bien moins taxé quand tu passes des parts de société que quand tu passes de l'immobilier en direct. Donc c'est voir avec tes enfants si déjà ça les intéresse, s'ils en ont envie, et les faire rentrer petit à petit dans cette société holding avec toi et leur transmettre le patrimoine au travers de la holding. Ensuite, après, ça c'est plus si tu décèdes, ce qu'on bien entendu, ça ne fait pas mourir de le dire, mais l'assurance vie, souscrire des assurances vie en ton nom, mais avec tes enfants bénéficiaires, tu as 150 000 euros à chaque fois qui sortent de la succession et qui sont complètement qui ne sont pas taxés. Donc ça peut être aussi très très intéressant. Voilà ce que je peux te dire là-dessus. Et en tout cas, moi, c'est des questions qui vont arriver dans les 5-10 ans à venir, de voir comment faire ça. Pendant un temps, j'avais la hantise qu'il m'arrive quelque chose. Quand j'étais dans les travaux publics, j'avais pris une prévoyance qui me sortait un capital, je crois, de 300 000 euros à l'époque, pour pouvoir payer mes frais de succession si ça arrivait. Aujourd'hui, j'ai largement constitué ce capital financier, donc j'ai arrêté cette
cette prévoyance. Et si jamais, par malheur, ça m'arrivait de partir avant. Aujourd'hui, j'ai suffisamment de patrimoine financier de côté qui permettrait de payer l'imposition sur le patrimoine immobilier pour pouvoir garder les biens, si tel était le souhait de mes enfants en tout cas. Mais voilà, l'idée c'est quand même d'avoir un peu plus de temps pour préparer sa succession, qu'il n'y ait pas d'accident de parcours, que Dieu me prête vie et vous prête vie le plus longtemps possible. Mais en tout cas, l'idée, je pense que faire rentrer des enfants dans une société, c'est le plus simple. Et c'est comme ça que font les riches et c'est comme ça que font les grandes fortunes. Donc, je pense que s'ils le font, c'est pas un hasard. Et Nico, on va prendre ta deuxième question parce que tu m'as marqué second mail, puisqu'un autre sujet me vient en tête. Toujours dans l'idée de la transmission à nos enfants dès le plus jeune âge, mais plutôt côté développement personnel. Et on va voir que ça va aller ensemble. Je suis un adepte du stoïcisme comme toi. J'ai beaucoup aimé ton livre, Chemin pour devenir grand. As-tu des tips pour apprendre à nos enfants le stoïcisme à leur niveau et les préparer à l'avenir ? Merci Tony, plus assez de doigts pour compter les lots, Nicolas. Tu vas voir Nico, ma question elle va aller avec ta précédente. Ce que je te conseille, c'est tout simplement de l'incarner. Si les valeurs du stoïcisme, tu te reconnais là-dedans, continuer de les incarner au quotidien, les expliquer aussi à tes enfants quand il vous arrive des coups durs, quand ta fille veut une 6e paire de chaussures, de sneakers par exemple, peut-être lui expliquer que le bonheur ne vient pas dans l'accumulation, dit le mec qui a une Tesla, une Porsche et une Ferrari. Mais par contre, je me suis mis un point d'honneur, c'est que si un jour je dois vouloir une autre voiture, il y en a une qui doit partir maintenant. Voilà. Ça ferait pas beaucoup de sens. Ça ferait pas beaucoup de sens pour moi d'accumuler encore plus de voitures. Je me rends compte qu'on peut pas toutes les conduire en même temps. Mais voilà, ce côté de ne pas sombrer dans l'accumulation permanente. Moi, je l'ai sur d'autres choses. Tu vois, j'en parle souvent, mais j'ai un seul ordinateur. Que ce soit au bureau, à la maison, j'ai un seul ordinateur, j'ai un seul téléphone, j'ai un seul enregistreur de podcast, j'ai un seul micro. Je ne suis pas dans l'accumulation de tout le reste. Et j'aime être assez minimaliste sur tout le reste, hormis il y a les voitures où je suis un peu plus comment dirais-je, dans l'accumulation, on va dire. Mais voilà, aujourd'hui... Je tends plutôt, alors bien entendu, j'ai beaucoup de biens immobiliers, mais je le vois vraiment ça comme de l'investissement. Mais à titre perso, je rêve pas d'accumuler de plus en plus de choses. Et ça, j'en parle aussi beaucoup à mes enfants. Donc, ce que je peux te dire là-dessus, Nico, c'est les enfants, je le dis beaucoup dans ce podcast, mais c'est la vérité. Ils apprennent par mimétisme. Donc, ils vont regarder pas ce que tu leur racontes, mais ils vont surtout regarder comment tu te comportes. Et donc, si toi, au quotidien, tu te comportes plutôt de façon stoïque et que tu y donnes du sens, que tu l'expliques à tes enfants, que tu leur donnes du sens de pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ces choses-là, c'est la meilleure façon de les préparer. Je vous parlais au début du podcast que je suis en train, j'espère, je croise les doigts, d'avoir le bon appel cet après-midi, mais de réaliser une des plus grosses opérations patrimoniales de ma vie, un gros achat et donc un gros emprunt derrière, encore un gros challenge à aller lever, mais quelque chose d'assez exceptionnel. Si ça fonctionne. Et hier, on en a parlé au repas. Nous, le repas, le soir, c'est vraiment un temps d'échange où chacun raconte sa journée. Moi, j'ai raconté ça. Et mes enfants m'ont dit « Ouais, mais papa, mais c'est hyper cher, mais comment tu vas faire ?» Je dis « À votre avis, comment je vais faire ?»« Tu vas faire un emprunt, d'accord. Et comment tu vas le rembourser ? À votre avis, comment je vais le rembourser ? Il y a des loyers qui tombent, mais les loyers, ils sont supérieurs à l'emprunt ? Oui, oui. Ah bon, d'accord, mais ça va. Ah oui. Ah, donc tous les mois, tu as gagné de l'argent ? Ouais, c'est ça. Ah, c'est super, et ainsi de suite. Et je pense que c'est la meilleure façon, en parlant librement, de leur montrer ce que tu fais, le sens que tu y donnes, et qu'eux vont pouvoir se faire leur propre regard. Alors, tes enfants, ils seront différents, ils auront leur caractère, ils vivront leur vie, mais si tu veux en faire des êtres libres, je pense que c'est la meilleure façon. C'est toi d'être aligné, et d'être entre ce que tu dis et ce que tu fais, la façon dont tu te comportes, que tu sois parfaitement aligné. Voilà ce que j'en pense, mon petit Nico. Merci encore à toi. On a un message de Johan. Johan qui me dit « J'ai 27 ans et j'ai construit mon patrimoine assez tôt avec une logique disciplinée et orientée long terme. Aujourd'hui, j'ai environ 70 000 € investis sur un PEA, majoritairement en ETF large capitalisant, 30 000 € de liquidité sur livret et 3 appartements en LMNP qui dégagent tous du cash flow positif. Bravo à toi.
En parallèle, je détiens via une SCI familiale à l'IS, 50-50 avec mon papa, un immeuble de 4 logements avec garage. Sur ce projet, j'ai été confronté à ce que beaucoup d'investisseurs sous-estiment. Des travaux mal exécutés, un abandon de chantier, des non-conformités techniques, ce qui m'a conduit à mandater un expert, puis un avocat, et à engager une procédure. Concrètement, ça signifie aujourd'hui un actif partiellement bloqué, de la trésorerie immobilisée, des délais imprévisibles, une incertitude juridique et une charge mentale importante, malgré un projet qui était rentable sur le papier. À côté de ça, je suis actuellement hébergé à titre gratuit chez mes parents, avec très peu de dépenses personnelles, ce qui me permet d'épargner fortement et de continuer à investir. Ce levier est puissant, mais il touche à sa fin, car j'achète actuellement ma résidence principale avec ma conjointe. Il s'agit d'un F2 de 51 m², dans une résidence récente de 2014, achetée 119 500 €, alors que le vendeur l'avait acquis 140 000 € neuf dans le cadre d'un dispositif Pinel. Et oui, il s'est fait pinelliser, comme on dit. L'objectif n'est pas de consommer une résidence principale, mais de rester dans une logique d'investisseur. Achat sous le prix du marché, amélioration par du homestaging et perspective de revente à 3-4 ans. Ma crainte est double. D'un côté, que le passage à la résidence principale augmente mes charges fixes et casse une dynamique d'investissement construite grâce à une forte capacité d'épargne. De l'autre, il y a une vraie envie de m'installer avec ma conjointe et de construire un projet de vie sans pour autant compromettre une trajectoire d'indépendance financière. Avec ce profil, une exposition immobilière déjà significative, une SCI à l'IS en procédure qui mobilise du temps, de l'énergie et du capital, des actifs financiers en croissance et une résidence principale pensée comme un actif temporaire, comment structurerais-tu les priorités sur les 5 à 10 prochaines années ? Plus concrètement, faut-il selon toi continuer à accélérer malgré une procédure en cours pour ne pas perdre de temps ou au contraire accepter de ralentir volontairement afin de sécuriser l'existant, réduire la complexité et le risque global ? Et à partir de quand la maîtrise du risque, de la charge mentale et des choix de vie deviennent-elles plus importantes que l'optimisation pure de la performance patrimoniale ? Merci, je t'écoute depuis tes débuts. Tu es un exemple pour moi et fais un travail remarquable. Merci beaucoup à toi, Johan. Alors, merci, Johan, pour ton message. Pour être transparent avec toi, j'ai eu l'impression tu faisais un rapport à ton banquier, un peu là. Et c'est parfaitement normal. Comment dire ? Décomplexe-toi. Je suis passé par là et voilà, le chemin de l'indépendance financière, il est tellement important quand on découvre la lumière et quand on découvre tout ce qu'on peut faire que voilà, on a envie d'optimiser chaque euro, on a envie de faire tout bien. Et aujourd'hui, à 27 ans, tu as fait des choses exceptionnelles. Tu as 70 000 € de côté sur un PEA, tu as 30 000 € en liquidité, tu as déjà 3 appartes qui te dégagent du cash flow, donc tu as 100 000 € devant toi. Bon, la SCI, ça ne s'est pas passé comme tu voulais, mais ça, c'est encore autre chose. Et derrière, tu as aussi ta vie qui avance. 27 ans, c'est pas vieux, 27 ans, mais c'est pas non plus 20 ans. Donc, c'est le moment où on va songer à se mettre en couple, à avancer dans la vie, à peut-être songer à faire des enfants et tout ça. Et donc, il ne faut pas que ta quête d'indépendance financière te fasse perdre le sens aussi de tout ça. J'en parlais au début du podcast en disant que c'est important de faire quelque chose qu'on aime. Et même si on n'a pas atteint l'indépendance financière tout de suite, il ne faut pas gâcher toutes les années. Il faut faire au quotidien quelque chose qu'on aime. Sur le papier, elle est belle l'histoire de dire, le gars, oui, il a passé 20 ans à l'usine avant de pouvoir enfin devenir indépendant financièrement et de profiter de la vie. Comme le comte de Monte Cristo. Et la vérité, c'est que si tu as passé 20 ans à faire un truc que tu détestes, quand tu seras indépendant financier au bout de 20 ans, deuxième langue, tu ne sauras même pas en profiter tellement pendant 20 ans, tu t'es mis de côté, tu t'es oublié, tu seras même pas capable d'en profiter, tu ne sauras pas faire. Donc l'idée, c'est de ne pas s'oublier sur le chemin. Parole d'un mec qui sait oublier sur le chemin. Je pense qu'il y a effectivement un temps pour un côté un peu extrême. Tu ne seras jamais indépendant financièrement si tu mets 10% de tes revenus de côté. Il y a un moment où il faut être réaliste. Moi, je l'ai fait en gagnant bien ma vie, en mettant 40-50% de mes revenus de côté. Donc oui, il y a un moment où il faut être assez radical. Pour autant, là pour l'instant, tu habites encore chez tes parents. Si tu as envie de vraiment construire quelque chose avec ta copine, il y a un moment où il va falloir, tu vas avoir envie de faire ce choix d'aller habiter dans cet appart. Pour moi, tu t'envoies pas en l'air. Je veux dire, l'appartement valait 149 000 €, tu l'achètes 119, 51 m². Tu n'es pas en train de t'acheter un palace et de te mettre à ras la gueule de ta capacité d'endettement. C'est tous des choix qui sont quand même raisonnés, ce que tu es en train de faire. Donc l'idée,
Pour te donner un axe de développement, tu me dis qu'est-ce que ça doit être mon axe dans les 5 à 10 prochaines années. Pour moi, ta SCI, la première chose à faire quand on a un investissement merdique comme ça, c'est de voir quel est le coût pour t'en sortir. Est-ce qu'il faut que tu payes quelque chose, 10 000, 20 000, 30 000 euros, refaire un crédit, emprunter, que ton père mette par exemple de l'apport dans la boîte ou toi, pour pouvoir se sortir de ça, en faire un investissement rentable et se sortir ça de la tête. Ça, c'est peut-être le premier truc pour pouvoir passer à autre chose. Mais une fois que ça sera réglé, je veux dire, tu as du cash, tu as tes 3 apparts, tu es en train de faire ta résidence principale, comme tu dis, avec du homestaging et une perspective de revente. Ça aussi, c'est un invest. Donc, tu es en train de faire les choses comme il faut. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que tu te focalises sur la perte d'aujourd'hui, c'est-à-dire je suis plus chez papa-maman, donc il va falloir que je paye mon crédit, il va falloir qu'on va avoir des charges ensemble et tout ça. Et tu ne te focalises pas sur le gain de demain qui est construire une relation stable avec ta copine, construire une famille et surtout l'opportunité que ça te donne de, entre guillemets, je le dis pas, je le dis pas pour te taquiner, Johan, mais de grandir, entre guillemets, en sortant du giron de ton père et de ta mère et de vraiment te réaliser en tant qu'homme, en tant que conjoint, plus tard père, chef de famille, te réaliser là-dedans et plutôt que de voir la perte que tu vas avoir financière, voir toutes les opportunités que tu peux avoir. Je veux dire, aujourd'hui, tu peux démarrer le marchand de biens en parallèle, tu peux démarrer un side business. Moi, je le vois, Yann, sur Amazon, l'oseille qu'il fait et la nouvelle formation qu'ils vont sortir, le nouveau truc qu'ils ont trouvé où ils font de l'argent dessus. Moi, je vois l'argent qu'on fait en marchand de biens sans se tuer à la tâche. C'est toutes ces choses-là qu'il faut que tu vois. Au lieu de te focaliser sur la perte d'aujourd'hui, focalise-toi sur le gain de demain. Vois tout ce que va te donner cet appartement, tous les cadeaux cachés qu'il y a à l'intérieur, cette émancipation vis-à-vis de tes parents, cette liberté que tu vas prendre. Tu vas grandir dans tous les sens du terme. Et justement, moi, plutôt que de me focaliser sur je gagne tant, j'arrive à épargner tant, il me reste tant, non, comment je peux gagner plus? Comment je peux faire mieux? Quel nouvel invest je peux faire qui va financer cette différence? Regarde, demain, tu trouves une OP à cash flow positif de 500 euros. Ça va rembourser, quelque part, d'une certaine façon, les 500 euros que va te coûter en plus ce projet. Tu vois, typiquement, je peux te donner l'exemple de notre Airbnb Escape Game où, après 2 ans d'exploitation, les chiffres ne sont pas à la hauteur et on a fait des beaux travaux. Et ce qui devait être un investissement plutôt rentable est un investissement à l'équilibre. Et parfois, à l'équilibre, quand les taxes foncières sont arrivées, tu vois, on a dû remettre 200 balles chacun. Donc, ce n'est pas ce qu'on souhaitait. Là, tu peux te dire, OK, comment on fait pour louer plus ou comment on fait pour essayer d'économiser ou remettre le crédit sur plus d'années. Ou tu peux te dire, OK, on a une société, elle est créée, on est 4 investisseurs, on est vaillants. Quel nouveau bien à cash flow ultra positif on peut acheter pour le mettre dans la boîte? Et c'est ce qu'on est en train de faire. Tu vois, plutôt que de se focaliser sur la perte, voir le gain de demain en disant, OK, réglons ce problème de cash flow sur ce bien-là avec un bien qui fait le cash flow de deux biens. Voilà un peu la logique, tu vois, que tu peux développer là-dessus, à mon avis, Johan. Je pense que je t'ai répondu, tu me diras ce que tu en penses. Merci à toi. On a un message de Gauthier. Gauthier qui me dit « Salut tonton, je t'écris pour te poser une question, mais avant ça, un peu de contexte. En 2022, ma femme a enfin décroché son concours de prof, son rêve, mais elle a été mutée à Paris, à plus de 550 km de chez nous, alors que notre première fille avait à peine 18 mois et que nous venions d'acheter notre résidence principale. Pendant 1 an, on a vécu séparés. C'est terrible. C'est terrible de dépendre en étant prof de l'État et de cette façon de faire pour se retrouver séparés et de ne pas pouvoir s'offrir ce choix, sûrement à cause des finances, de rester à côté de chez soi. Et puis, voilà, tu refuses une mutation en tant que prof, tu le sens passer. Pendant 1 an, on a vécu séparés. Elle faisait parfois l'aller-retour juste pour lire une histoire à sa fille avant de repartir. Moralement et financièrement, ça a été très dur. Son salaire couvrait à peine ses frais, elle s'épuisait et son rêve est devenu un cauchemar. C'est hallucinant. C'est hallucinant ce que permet notre bel État français si altruiste. En 2023, alors qu'elle était encore en poste à Paris, on apprend qu'elle est enceinte de notre 2e fille. Elle termine l'année scolaire malgré la fatigue, obtient ensuite une mutation plus proche, puis fait un burn-out 1 mois après l'accouchement. Sans blague. 3 mois d'arrêt, puis salaire divisé par 2. En parallèle, 15 000 euros de travaux imprévus sur notre immeuble.
Pendant 3 ans, on a puisé dans nos économies, perdu notre liberté et vu ma femme sacrifier sa santé. Même l'État nous a clairement fait comprendre qu'on devait se débrouiller seul. Tu vois, je n'avais pas lu ton message jusque-là, Gauthier, mais je l'avais anticipé. Ça a été un électrochoc pour moi. J'ai compris que je ne deviendrais jamais libre uniquement par le travail. J'ai repris le sport, retrouvé de l'énergie, et c'est là que je suis tombé sur tes podcasts Une vie de liberté et Nouveau départ. Ça a été une révélation, j'ai dévoré les livres, changé de mindset, et peu à peu ma femme m'a rejoint dans cette démarche après son propre déclic. Ça me touche votre histoire parce que j'ai l'impression de me voir au travers de ta femme. J'espère que je n'ai pas semblé dur quand je lis ça, mais toi typiquement, alors moi j'avais pas 550 km, j'en avais 100, mais j'allais travailler tous les jours à 1h15 de chez moi, 1h30 le soir, peut-être même parfois 2 heures. Et le coût des trajets, de tout ça, je m'en rendais même pas compte. Le coût sur mon temps, tu vois, le coût sur mes cervicales et sur toutes ces choses-là. Et le jour où j'ai eu le courage, je dis le courage, parce que la première fois que j'ai ouvert un livre de dev perso, j'avais tellement peur que ça fasse exploser ma vie que je les remettais dans les rayons en me disant ma vie est une bombe à retardement qui va me péter à la gueule. Donc bravo à vous pour ça. On a décidé de passer à l'action et de s'engager dans l'immobilier en se faisant accompagner pour éviter les erreurs. Aujourd'hui, nous signons notre premier immeuble de rapport de 5 lots fin 2025 en nom propre avec un financement à 105% et 2 ans de différé, ce que tout le monde nous disait impossible. Pour nous, c'est une renaissance, le début concret de notre liberté. Ma question aujourd'hui est la suivante. Nous sommes à 37% d'endettement et nous aimerions enchaîner sur un nouvel investissement dans les prochains mois. Comment continuer à investir intelligemment dans cette situation ? As-tu un conseil pour la suite ? Merci tonton pour tes conseils et tes podcasts qui a littéralement changé notre trajectoire. Ça me touche énormément. Merci Gauthier. Merci. Ça donne beaucoup de sens à mon ancienne vie de non-sens que je puisse mettre à profit mon expérience pour aider d'autres personnes. C'est très précieux. Merci beaucoup à toi. Alors, ce que je peux te dire, c'est ça fait seulement, si je comprends bien, depuis 2023 que ta femme sort de burn-out. Donc, ça fait un peu plus de 2 ans qu'elle a arrêté de sacrifier sa santé, que vous vous refaites la cerise, comme dirait mon ami Sylvie, notre éminente coach PNL sur Nouveau Départ. Il faut laisser du temps au temps. Là, vous venez de faire un invest, les amis, vous revenez de loin. Donc, qui va piano va sano, comme dirait un Italien. Et donc, ce que je te propose, blague à part, c'est déjà de mettre cet immeuble en location. Et on en a parlé et je sais où est situé l'immeuble. Et pour moi, tu connais très bien cette ville et ce n'est pas une ville premium. Donc, je vous souhaite que ça se passe de la meilleure façon. Je pense que le quartier est bien, l'immeuble est bien, vous avez fait les choses bien, parce que dans cette ville, il y a aussi des gens bien, il n'y a pas que des quartiers pourris. Mais voilà, je vous propose de déjà le mettre en loc, voir comment ça se passe, attendre au moins 6 mois, voir comment ça fonctionne et comment vous gérez le truc et comment vous le vivez. Parce que l'idée, c'est pas de passer d'une rat race à une autre. Et en immobilier, on utilise l'effet de levier. S'il est mal utilisé, l'effet de levier se transforme en effet massue. Et il peut t'entraîner vers le fond. Parole d'un mec qui a acheté un immeuble de 9 appartes à Saint-Étienne en 2008. Donc, voilà, sois prudent là-dessus, fais déjà celui-là, termine-le, commence à mettre tes locataires, vois comment ça se passe, et ensuite tu pourras enchaîner. Je pense que ce ne sera pas évident d'enchaîner avec le différé. En général, les banques, avant de te refinancer pour de l'immobilier locatif comme ça, je pense qu'elles vont te demander d'avoir commencé à amortir. Donc, tant mieux, quelque part, parce que ça te permet de faire pendant au moins 1 an, voir comment ça se passe, voir comment ton bien fonctionne, si ça se rembourse bien, si tu as des locataires, si tu loues à la hauteur de tes espérances, le montant que tu souhaitais louer, et tout ça. Et tu verras bien quand ça fonctionnera. Je te conseille d'attendre au moins 6 mois avant de lancer le prochain. Et pour moi, la suite, si je comprends bien, c'est que cet immeuble, vous l'avez fait en nom propre. Donc, il doit tourner, j'espère, en meublé, en LMNP, pour profiter de cette maigre niche fiscale qui nous reste, même s'ils essayent de la raboter. Et pour moi, le prochain, tout simplement, c'est en société, derrière. Et en société, tu n'as plus du tout ce critère du taux d'endettement. On ne le regarde plus. Si tu regardes mon taux d'endettement, mon pauvre, je suis à 400%, j'en sais rien, mais plus que ça, 500%. Aujourd'hui, moi, je me rémunère sur ma micro-entreprise. Je suis entrepreneur, donc entrepreneur français, monsieur. Donc, bien entendu, c'est ce qu'on explique dans la formation
finance business expert. Je me rémunère au travers d'une micro-entreprise, le minimum possible, en tout cas jusqu'au plafond de la micro. Et après, pour tout le reste, je le réinvestis dans mes sociétés. Donc, si tu regardes mon salaire, entre guillemets, il est à 3 000 euros par mois, quoi. Donc, et je suis endetté, je ne sais pas combien j'ai, mais au moins 20 000 euros de remboursement tous les mois, quoi. Sur tous mes crédits en tout. Bon poids, même, je pense, un truc comme ça. Donc, forcément, je suis endetté à... ça ferait quoi, ça ? 600%. Heureusement que ça ne fonctionne pas comme ça. Mais tout ça parce que je suis en société. On regarde la rentabilité de la société derrière. Donc, voilà ce que je peux te dire, c'est continue de te former. Pourquoi pas venir en mastermind ? Et une fois de plus, comme le disait Seb dans son message, on peut se former de son côté avec des formations en ligne, en écoutant des podcasts. À un moment, il faut rencontrer des gens comme vous. Il faut connecter avec des gens comme vous. Et donc, venez en mastermind, venez nous voir. Et je pense que ça éclairera ta lanterne aussi. Tu verras comment font les autres. Et pour moi, la suite doit passer en société. C'est comme ça que tu contourneras les 37%. Merci à toi, Gauthier. Bravo à vous deux pour tout ce que vous avez fait. Et continuez comme ça. Hop, je vais boire juste un coup, chérie. Putain, c'est pas possible. J'y crois pas. Je viens de tout arroser. Il est vraiment phénoménal. La. Il a renversé son verre d'eau pendant le podcast. Ce que les gens ne voient pas, c'est que j'ai des bouquins qui tiennent mon écran et que ces bouquins sont désormais complètement mouillés. Donc voilà, mais c'est comme ça, c'est ce qu'on appelle la vie. Mi vida contigo, quiero vivir la vida. Hop. Bon, vous l'avez pas vu, sauf si Hello l'a laissé au montage parce que ça l'a fait marrer, mais je viens de renverser mon verre d'eau, il y en a partout. J'ai essoré avec mon chiffon à vaisselle. C'est un régal, mais ça va, c'est sec, on va pouvoir y aller. Et donc, on a un message d'Emmanuel. Emmanuel qui me dit « Bonjour Tony, merci pour l'opportunité que tu offres avec cet épisode de Allô Tonton. Je me permets de t'écrire car je suis aujourd'hui à un moment où j'ai besoin de recul et d'un arbitrage stratégique clair. Je suis entrepreneur, marchand de biens, maman. À l'heure actuelle, mes revenus principaux proviennent de mon entreprise de rénovation dans le bâtiment, mais mon objectif à moyen terme est justement d'inverser cette tendance et de faire en sorte que l'immobilier et les actifs prennent progressivement le relais. Concrètement, ma situation est la suivante. J'ai une maison en stock qui ne se vend pas. J'ai donc fait le choix de la basculer en location courte durée type Airbnb. En parallèle, j'ai lancé une toute petite activité complémentaire de distribution et location de box escape apéritives afin d'attirer les locataires avec une expérience originale. J'ai également 2 maisons en stock prêtes à être réalisées, rénovées, mais pour le moment, les banques ne souhaitent pas suivre sur de nouveaux financements, et une 3e que je compte mettre en location standard où j'ai le financement et les travaux. En parallèle de tout cela, je continue à exploiter mon entreprise de rénovation qui reste aujourd'hui mon socle de revenus. Le problème, c'est que j'ai aujourd'hui plusieurs projets ouverts en même temps avec le sentiment de me disperser. J'avance, mais sans vision globale suffisamment claire, et j'ai parfois l'impression de subir certaines contraintes, banque, stock, trésorerie, plutôt que de piloter réellement mon patrimoine. Mes questions seraient donc les suivantes. Comment reprendre une stratégie globale cohérente quand on est multi-entrepreneur ? Comment remettre à plat mon patrimoine et arriver à identifier mes leviers réels, actifs, cash flow, temps de compétences, et décider quoi exploiter, quoi ralentir ou arbitrer. Comment transformer un stock aujourd'hui bloqué en opportunité pour un jour peut-être faire une transition entre revenus actifs et revenus liés à l'immobilier. Si tu penses que cette problématique peut parler à d'autres entrepreneurs ou investisseurs, je serais ravi que tu la traites dans le podcast. Je profite de ce message pour te remercier pour le podcast Une vie de liberté. Je suis tes épisodes avec attention. Il m'accompagne vraiment dans mon parcours d'entrepreneur et d'investisseur. Merci pour la valeur que tu partages et bravo pour le travail accompli. Bien cordialement, Emmanuel. Merci beaucoup à toi, Emmanuel. Ça me touche, donc Emmanuel, fille, hein, je précise. Merci beaucoup. Merci, oui, tu as dit que tu étais maman en même temps. Non seulement je renverse l'eau, mais si je me renverse le cerveau, ça ne va pas le faire, quoi. Donc merci en tout cas, merci beaucoup à toi, Emmanuel, pour ton message. Je vais répondre à tes questions. Il y a beaucoup de choses. Et ça me parle aussi parce que je suis multi-entrepreneur. Tu vois, aujourd'hui, j'ai 10 sociétés.
J'ai ma micro-entreprise, j'ai ma société holding. À côté, j'ai ma société où j'exploite avec Une Vie de Liberté. J'ai mes sociétés de consulting avec Benjamin pour AB Consulting, tous les séminaires qu'on fait autour du marchand de biens, celle avec Fabien Nouveau Départ, celle avec Yann pour les gentlemen investisseurs. Et après, j'ai ma société de marchand de biens, bien entendu, et des sociétés d'autres de MDB et d'autres sociétés foncières. Donc, je suis sur tous les fronts en même temps, sur beaucoup de projets. Et l'idée, tu as une première chose qui va être dans le sens que tu donnes à tout ce que tu fais. Ça va être hyper important parce qu'aujourd'hui, tu es en train de rajouter plein de choses. Là, tu as déjà une maison qui ne se vendait pas, tu l'as mis en Airbnb. Tu as 2 autres maisons où tu n'as pas les financements. Tu en as une troisième où tu as le financement et tu vas avancer. Donc, ça fait quand même beaucoup de projets bloqués. Tu lances en plus les petites box apéro. Ça fait beaucoup de choses. Donc, quel est le sens derrière tout ça? La première question, elle sera plus au sens PNL. Et pour moi, c'est là où on démarre, où c'est le plus important. De aussi faire cette introspection et de savoir qu'est-ce qui te plaît dans ce que tu fais. Est-ce que c'est ton activité de rénovation? Est-ce que c'est le marchand de biens qui te plaît? Est-ce que tu aimes bien cette idée de box apéro et ça te plaît? Dans quoi tu donnes du sens? Parce qu'après, l'idée, si tu donnes du sens dans tout et que tout te plaît, c'est tu peux pas tout faire en même temps. Tu es obligé de déléguer à un moment. Moi, tu vois, sur Une Vie de Liberté, j'adore ce que je fais. Sur Nouveau Départ, j'adore ce que je fais. Pour autant, sur Une Vie de Liberté, c'est Hello qui monte les podcasts. Sur Nouveau Départ, c'est Maxime. Sur l'Insta des DGI, c'est Hello qui s'en occupe. L'Insta de Nouveau Départ, c'est Nat. C'est tous des gens qui sont des collaborateurs qui vont avoir des micro-entreprises et qui vont réaliser ces prestations avec qui je travaille. Maintenant, sur les box apéro, sur tes ménages, sur les mises en place de tout ça, est-ce que tu peux pas travailler avec des gens qui sont en auto-entreprise pour pouvoir déléguer cette partie-là, si tu veux la continuer? Mais la première question à te poser, c'est quel est le sens que je donne à ce que je fais et qu'est-ce que j'ai envie de faire au quotidien? Si je dois répondre à cette question, tu vois, ce qui me plaît le plus, c'est faire des deals en immobilier. J'aime pas suivre après la partie travaux, tout ça, c'est pas mon truc. Mais j'ai la chance d'être associé avec Ben qui adore ça. Donc, on est très complémentaires. Et après, qu'est-ce que j'aime sur les podcasts? Moi, ce que j'aime, c'est créer le contenu, c'est faire ce que je suis en train de faire là, tu vois. Animer le contenu, créer, répondre, créer des émissions. Maintenant, toute la partie montage, je ne peux pas tout faire à un moment. Je suis obligé de la déléguer. Donc, je regarde où est ma valeur ajoutée, je regarde ce qui a du sens pour moi et je me concentre là-dessus. Maintenant, tu vois, pour autant, si demain on me propose un projet IMO qui va me demander d'y passer beaucoup de temps où il y a trop de risques, en fait, je ne vais pas le faire. Je vais directement l'éluder, ce projet, parce que je sais qu'il ne fera pas de sens dans ma stratégie globale. Donc pour moi, pour reprendre ta stratégie globale cohérente quand tu es multi-entrepreneur, c'est vraiment faire un temps d'introspection. Tu peux le faire avec une balade en forêt, tu peux le faire en prenant 2 jours pour toi et toi seul dans un Airbnb. Regardez aussi les chiffres. Là, tu le sais, hein, tous tes revenus proviennent de ton activité de rénovation. Maintenant, est-ce que c'est ton activité de rénovation qui te plaît le plus? Parce que je te le dis aujourd'hui, sur des leviers comme le marchand de biens, on peut vraiment très très bien gagner sa vie en y passant un temps relativement raisonnable, je trouve, par rapport aux gains qu'on peut avoir. Donc ça peut être une activité à développer aussi, pourquoi pas qu'elle prenne plus de place dans ta vie, si ton activité de rénovation te prend plus de place. Mais pour ça, il faut que tu prennes ce temps-là pour te poser et pour regarder, OK, combien de temps me prend chaque activité, combien me rapporte chaque activité, quelle activité a le plus de sens pour moi et qu'est-ce qui me plaît. Et voir un peu, tu vois, tu fais tes ronds et voir un peu où se trouve l'ikigai. Quelle est l'activité qui te plaît le plus et où qui te rapporte le plus et où tu passes peut-être le moins de temps. Et ensuite, pour tout le reste, si les autres activités te plaisent, comment tu fais de la place en déléguant et qu'est-ce que tu arrêtes? Parce que là, tu as rajouté encore des choses avec les box apéro, mais qu'est-ce que tu as enlevé? À un moment, les journées, elles n'ont que 24 heures. Et si tu veux dormir 8 heures et t'occuper un peu de ta fille, les journées de travail, elles peuvent faire entre 8 et 10 heures. Et c'est souvent déjà trop. Donc, si tu n'enlèves rien et que tu fais que rajouter, à un moment, tu fais comme moi en 2023, tu finis par exploser parce que tu as des événements tous les 15 jours, tu en as de partout, et tu t'en sors juste plus, quoi. Ça devient trop. Donc, voilà. Ça, c'est la première chose. Après, pour ta question, comment remettre à plat mon patrimoine et arriver à identifier mes leviers réels, actifs, cash flow, temps, compétences, et décider quoi exploiter, quoi ralentir ou quoi arbitrer? Vous me voyez venir, quand même. J'ai travaillé plus de 200 heures dessus. Là, pour moi, je ne suis pas là pour te claquer une formation, Emmanuel, hein, mais tu es la cliente parfaite pour la formation arbitrage de patrimoine. Si j'ai travaillé autant sur cette formation,
si j'ai mis autant d'énergie, si je l'ai créé de A à Z, c'est pour aider des gens comme toi, c'est pour répondre à ce genre de problématiques-là. Il y a même tout un module sur l'arbitrage de son temps pour identifier tous tes leviers dans tes biens immobiliers, quels sont les actifs, comment, toutes les perceptions que tu peux t'offrir. C'est déjà ce que tu fais, mais là, tu auras une méthode qui est vraiment structurée. Et pour moi, aujourd'hui, je ne suis pas là pour te vendre une formation à tout prix, mais n'en fais pas l'économie, pour moi c'est indispensable, je pense. Et ça t'aidera énormément, c'est garanti sur facture. Tu me remercieras, j'en suis sûr et certain. Et ensuite, derrière, comment transformer un stock aujourd'hui bloqué en opportunité pour un jour peut-être faire cette transition-là. C'est aussi de regarder, et la formation arbitrage de patrimoine, elle t'aidera à le faire, mais un peu comme je répondais à Joanne tout à l'heure, ne pas te focaliser sur le coût d'aujourd'hui, mais sur le gain de demain. Nous, l'année dernière, on a fait 2 choix extrêmement forts avec Ben sur 2 de nos OP de marchands où on s'est mis tout de suite à 0 de marge et on a vendu en 1 semaine. Parce qu'on voyait qu'on baissait le prix de mois en mois et on n'avait pas de touche, on n'avait rien du tout. Et on s'est dit, il vaut mieux se couper la main que le bras. On a calculé pour être à 0 de marge combien il fallait vendre et on a vendu à ce prix-là. On a mis 10 000 € de plus pour la négo. La personne, comme prévu, a négocié 10 000 balles. Elle a acheté au prix qu'on voulait. Et on a fini à 0 de marge. Mais au moins, on est sorti de ces opérations qui étaient daubées. On s'est désendetté et on est passé à autre chose. Et on avance. Donc peut-être que sur ces maisons-là que tu as, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'endettement dessus. Donc peut-être que tu as beaucoup de cash qui est immobilisé dans ces maisons. Est-ce qu'il ne faut pas les vendre, s'en séparer et passer à autre chose et aller vers des choses plus rentables? Là, tu vois, tu as peut-être cette déformation professionnelle due au fait que tu fais de la rénovation. Mais pour moi, en marchant bien, la rénovation, ce n'est pas la meilleure façon de gagner sa vie. La rénovation lourde de maison, ce n'est pas la meilleure façon. Une maison, c'est cher. Les travaux pour rénover une maison, c'est cher. Le temps de portage, si tu fais beaucoup de travaux, il est long. Et au final, tu te retrouves à porter des maisons pendant hyper longtemps pour les vendre avec une faible marge. Alors que des opérations comme de la division de bâti en volume, de la mise en copro d'immeubles, où tu refais parfois rien, mais parfois tu refais un suivi toiture, un suivi fenêtre et un suivi de la cage d'escalier et tu revends, tu portes les opérations beaucoup moins longtemps et tu gagnes beaucoup plus en peu de temps. En marchand bien, parfois il faut savoir être le bon feignant, je pense. Donc, pour synthétiser un petit peu, je pense que tu as un premier temps d'une partie plus PNL dev perso où il faut que tu te poses avec toi et que tu regardes un petit peu de quoi tu as envie pour ta vie, quelle vie tu as envie de mener. Si tu avais une baguette magique aujourd'hui et que tu pouvais mener la vie que tu voulais, qu'est-ce que tu voudrais? Moi, tu vois, tu me donnerais une baguette magique, aujourd'hui, je ne changerais rien. Je voudrais pouvoir être libre, partir en voyage quand je veux, passer du temps avec ma femme et mes enfants, pouvoir faire des podcasts et pouvoir faire des deals immobiliers et conduire une Porsche de temps en temps. Je ne changerais rien, quoi. Et ce n'était pas le cas avant. Et quand j'étais dans ma boîte de TP où j'en avais beaucoup, j'avais écrit tout ça. Voilà la vie que je veux mener. Ok, pour passer de ma situation A, ici présente, à la situation B que je veux atteindre, comment je vais du point A au point B? Qu'est-ce que je change dans ma vie maintenant pour que ma vie devienne ça? Tu as ça dans un premier temps à faire. Et ensuite, je pense, à l'aide de la formation arbitrage de patrimoine, si tel est ton souhait, vraiment suivre toute la méthode. Et sur la partie immobilier, il y a 14 points. Passer tout est bien dans le tamis des 14 points et pouvoir prendre ta décision. Donc voilà ce que je peux te dire, ma petite Emmanuelle. On va prendre un message de Thomas. Thomas qui me dit « Salut tonton, j'attendais ce nouvel épisode d'Allo tonton avec impatience. Merci de l'intérêt que tu porteras à ma situation. Pour que tu aies tous les éléments importants, voici une rapide description de mon profil, de mon patrimoine et de ma problématique. Thomas, 33 ans, j'habite en Bretagne et mon objectif ultime est d'être libre grâce à mes investissements, IMO et bourse notamment. Mon patrimoine immobilier brut est d'environ 1,3 million et le net 820 000 €. Bravo à 33 ans, 820 000, le million approche. Depuis 2020, je possède 3 appartements avec ma femme et un tout seul. Ils sont tous exploités en LMNP ou nus. Ils sont rentables sans pour autant dégager un cash flow permettant la liberté, environ 700 € par mois au global, une fois les charges et taxes foncières déduites. En parallèle, j'ai débuté en 2023 une activité de marchand de biens. Sauf qu'avec un travail prenant et de nombreux déplacements à l'international, difficile de suivre mes OP. J'ai donc laborieusement clôturé ma première opération, un IDR de 3 logements plus un garage en 2 ans,
réalisant 15% de marge, soit 25 000 euros. Pour moi, tu es en train de passer à côté d'une victoire, parce qu'avec un métier comme le tien et tout ce que tu as fait, oui, c'est peut-être pas l'OP de l'année, mais enfin, tu as gagné de l'argent, tu n'as rien perdu, tu t'es bien débrouillé, surtout dans la période qui était moins favorable. Je me suis beaucoup plus investi avec ma deuxième opération que je vais clôturer en avril prochain avec cette fois environ 40 000 euros de marge nette ainsi que 2 locaux commerciaux loués environ 900 euros au total qui faisaient partie de l'immeuble et que je conserve car l'opération m'a permis de finir de les payer. Bravo! Valeur de ces locaux 130 à 140 000 euros au total, soit une marge totale de 170 000 euros si j'ajoute à cela la marge perçue sur la vente de ces appartements. Tu peux être fier de toi, c'est une excellente opération, vraiment bravo à toi. Côté pro, j'ai travaillé pour une grande entreprise aéronautique pendant 10 ans, d'où les nombreux déplacements à l'étranger, avec un salaire confortable, 70 000 euros bruts par an. Fin 2024, je décide de changer de cap pour un autre domaine et un salaire attractif, 80 000 euros bruts par an, ainsi qu'à terme la possibilité de reprendre l'entreprise pour laquelle je travaille. J'ai accepté ce projet pour diverses raisons. J'avais fait le retour de ma précédente entreprise, ce nouveau job n'avait pas de déplacement, un travail plus libre dans une petite entreprise loin de la machine à gaz du CAC 40 d'auparavant. Nous avons donc déménagé avec ma femme et mes 2 enfants, toujours en Bretagne, à environ 2 heures de notre vie initiale. Sur le papier, tout va bien, sauf que j'ai cette envie de liberté qui m'anime depuis la naissance de mon premier enfant il y a 4 ans, accentuée par mon deuxième enfant. L'envie de passer du temps avec eux, de ne pas aller les chercher à la garderie à 18h30, mais aussi de faire du sport, maîtriser mon agenda. Je pense que tu sais ce dont je parle. Sans blague. Première déception au bout de quelques semaines quand je m'aperçois que mon nouveau travail ne remplit aucun de ses besoins, voire le fameux tableau des besoins. Mais dans ce cas-là, et étant donné le changement de vie que j'ai en quelque sorte imposé à ma femme avait un emploi stable dans l'administratif, on a tendance à insister et à se dire que ça va le faire. Pire encore, mon banquier m'a confié 4 mois après ma prise de poste, pouvoir me financer environ 1 500 000 euros de projets immobiliers, marchands de biens et locatifs confondus, supplémentaires, sauf que mon travail actuel, 100% présentiel et open space, ne me permet pas de sourcer des biens, d'appeler des agents IMO, de m'absenter pour une visite. J'affectionne aussi moins le secteur dans lequel je me trouve actuellement, mes recherches se tournent donc naturellement vers mon lieu d'origine. Suite à l'annonce de mon banquier, ma première réaction a été de me voiler la face pendant plusieurs mois en me disant que je n'arriverais pas à vivre de l'immobilier en investissant ces 1 500 000 euros, que j'avais fait le bon choix en choisissant ce nouveau job avec de belles perspectives. Mais depuis mon retour de vacances d'été, l'envie est trop forte. Je dois quitter mon job, revenir dans mon département précédent et faire un mix intelligent entre marchand de biens et investissement locatif afin de pouvoir en vivre, même si cela implique de gagner moins qu'actuellement. Au pire, même si je n'arrive pas à en vivre, je me dis que ce sera toujours ce montant de placé en investissement locatif avant de retrouver un autre job à la fin de mon chômage. J'aime bien les perceptions que tu t'offres. Évidemment, j'en ai parlé à ma femme avec qui nous partageons les mêmes objectifs de vie, liberté, indépendance, passer du temps en famille, mais elle se sent bien ici, a pris ses petites habitudes et ne souhaite pas spécialement retourner là d'où nous venons. Pourtant, étant donné l'opportunité que nous avons, je me dois d'être au plus proche du marché et donc de redéménager. Ou pas. J'ai parlé à mon employeur de mes envies de départ la semaine dernière, il souhaite me retenir et m'a demandé de réfléchir pendant les fêtes. Cependant, il m'a dit qu'il serait OK pour une rupture conventionnelle si j'acceptais d'attendre mon potentiel successeur. Alors, est-ce que je fais le bon choix en quittant mon job selon toi ? Ou est-ce que je devrais trouver un moyen de cumuler mon travail actuel avec les investissements, le temps que ça tourne plus ? Est-il essentiel à tes yeux d'habiter dans le coin où on investit ? Ce n'est que 2 heures, mais j'ai vraiment envie d'être ultra réactif et présent vis-à-vis des agents et autres professionnels de l'IMO. Merci d'avoir été au bout de cette lecture, ce serait un honneur de passer dans le podcast. J'espère prochainement à l'occasion de te rencontrer sur un événement. Prends soin de toi et si tu continues ce que tu fais, c'est génial. Passe de belles fêtes et joyeux Noël. Merci à toi Thomas. Bon, les fêtes sont passées, mais je te souhaite une très belle et heureuse année 2026. Merci beaucoup. Merci pour ton message Thomas. Tu es dans une situation qui n'est pas évidente parce que tu as ce confort inconfortable des gens qui gagnent plutôt très bien leur vie. Donc c'est pas évident et ce que je veux te dire par là, c'est que tu serais dans un job à 2 000 euros par mois. C'est des questions que tu ne te poserais pas. Et aujourd'hui, c'est même très courageux de ta part quand on voit ce que tu gagnes de pouvoir te permettre de te poser ces questions-là. Il y a plein de choses dans ce que tu m'as partagé. Ce que j'ai l'impression, c'est que tu pars pas sur un coup de tête. Quand tu es parti pour ce nouveau boulot, tu te disais, je peux reprendre une entreprise et on va dire que, si je comprends bien, j'arriverai à réaliser mon patrimoine et à avancer
en prenant ce nouveau job et en ayant la possibilité de reprendre l'entreprise et en devenant entrepreneur. Et aujourd'hui, tu t'es rendu compte que dans ce boulot, tu es en open space, tu es 8 heures par jour avec tes collègues, tu ne peux pas t'échapper, tu ne peux rien faire d'autre, tu ne peux pas sortir de là et qu'effectivement, ça te bride sur tout le reste. Et à mon avis, vu ce que tu as été capable de faire, tu as fait une première OP à 25 000 euros de marge, une deuxième OP à 170 000 euros de marge, c'est assez exceptionnel quand même. Donc, tu peux être fier de toi. Il faut que tu apprennes à capitaliser sur ces victoires-là pour te rendre compte que tu en es capable, puisque tu l'as déjà fait. Donc, si tu as un banquier qui te finance à hauteur de 1 500 000 euros, tu sauras faire en marchand de biens et tu sauras faire en investissement locatif. Après, bien entendu, tu n'auras pas la régularité d'un salaire à 80 000 euros brut par an. Forcément, en marchand de biens, tu ne peux pas avoir cette sécurité-là. Je pense que tu peux gagner bien plus que ça, pour moi, à mon sens. En revanche, on ne peut pas te le signer sur le papier, que année après année, tu arriveras à faire ça. La seule chose que tu peux faire, justement, pour être, entre guillemets, sûr qu'année après année, tu arrives à le faire, c'est de te faire confiance et de décider de miser sur toi. Et justement, de voir tes victoires, pour moi, la clé, elle est là. Tu me parles du tableau des besoins, je vais te reparler de PNL. L'idée, pour pouvoir franchir le pas, c'est juste de la confiance qui te manque et de la légitimité. Si aujourd'hui, tu avais parfaitement confiance en toi et tu saurais que, quoi qu'il arrive, tu rebondis. On le voit, hein, je pense qu'intellectuellement, tu l'as compris, parce que tu me dis, au pire, j'aurais placé 1,5 million et puis je retrouverais un taf. Ça me plaît bien comme réflexion. Moi, ce que je veux que tu arrives à avoir en tête, c'est voir tes victoires. Ok, premier OP, je suis en train de bosser, j'ai des déplacements à l'international de partout, je fais quand même 25 000 euros. Deuxième OP, en tout, je fais 170 000 euros, je fais 40 000 euros en cash et je me paye 2 locaux commerciaux en rente pure. Donc, c'est magnifique et que tu arrives à voir tout ça et que tu puisses développer en toi cette confiance, cette légitimité de te dire, en fait, je ne cherche pas à devenir marchand de biens. En ayant fait 2 OP et en ayant dégagé quasiment 200 000 euros de marge, je suis déjà marchand de biens. Et un marchand de biens, comment dirais-je, un marchand de biens accompli, il a confiance en lui. Il sait que des fois l'immobilier c'est cyclique, que des fois c'est plus dur, mais quoi qu'il arrive, il rebondira toujours. Et donc, travailler cette confiance en toi et te dire, mais en fait, quoi qu'il arrive, je m'en sortirai toujours. Je me fais confiance, je sais que j'y arriverai. Et vraiment arriver à travailler sur tes victoires pour travailler sur cette légitimité et cette confiance, pour moi, ça va être l'axe principal. Ça va être le plus important pour toi. Et si tu arrives à travailler là-dessus, tu verras que ça répondra instantanément, à mon avis, à toutes tes questions. Et même pour ta femme qui a ses marques ici et qui est contente, si tu arrives à lui expliquer et qu'elle voit que tu as confiance, ça lui donnera du sens et je pense que tu arriveras à redéménager dans ta région d'origine. Maintenant, si tu me poses la question, tu as plusieurs opportunités et tu peux t'offrir toutes les perceptions. Pourquoi ne pas investir dans la région où tu es aujourd'hui ? Tu n'as peut-être pas ton réseau, tu n'as peut-être pas tout, mais est-ce qu'il n'y a pas des opportunités là où tu es ? Tu vois, je peux te donner l'exemple où moi, quand j'avais ma boîte à Lyon, je voulais absolument investir à Lyon. Quand j'allais quitter mon ancien job dans les TP, dans ma nouvelle vie, je me voyais absolument continuer de faire tout ce que je faisais à Lyon. Lyon, c'est à 1h15 de chez moi. Quand je me suis retrouvé dans ma région d'origine, où j'ai toujours habité, et que je suis allé visiter à Lyon, et que j'ai vu que je venais de quitter un truc où je faisais 3 heures de route par jour, pour reprendre un truc où je refaisais 3 heures de route. Est-ce que j'avais vraiment envie de ça ? Et en fait, en une fraction de seconde, j'ai changé toute la stratégie que je prévoyais dans ma tête depuis 2 ans, parce que je me suis confronté à la réalité, je suis allé chercher mes réponses, et je me suis dit, mais non, mais il faut que je fasse du marchand de biens dans ma ville, ici, parce que j'ai pas envie de me retaper toute cette route. Et donc, j'ai finalement fait le marchand de biens à 1h15 de là où je souhaitais le faire. Et ça a fonctionné, ça a marché, hein, tu vois, ça fait 7 ans que ça dure. Donc, est-ce que tu peux pas faire du marchand de biens là où tu es aussi? C'est une des perceptions que tu peux t'offrir. Et je suis certain que ton banquier, où il saura te présenter à comment dirais-je, son homonyme, son acolyte, son collègue de ta région pour pouvoir te suivre, ou alors il te suivra peut-être même à 2 heures de chez toi. C'est toutes des choses qui sont aussi possibles. Et pour moi, toutes ces réponses-là, tu les auras uniquement en allant chercher ta légitimité. Et ensuite, quand on gagne aussi bien sa vie que toi, moi aussi je gagnais très bien ma vie à mon ancienne époque, dans mon ancienne boîte de TP, entre mon salaire, entre les primes, entre les frais kilométriques, les à côté que tu peux avoir quand tu es entrepreneur, je rentrais entre
entre 6 et 8 000 euros par mois. Donc, quand j'ai quitté ça pour le Pôle emploi pendant 15 mois, ça te fait tout drôle. Plus les frais kilométriques, plus rien. Mais je suis passé, tu vois, plus j'avais mes revenus passifs, donc je rentrais entre 10 et 12 000 euros par mois, à 4 000, enfin, avec mon cash flow, à 6 000 si tu veux. Je suis passé de 12 000 à 6 000. Donc 6 000, on vit bien, hein. Mais enfin, quand tu as 12, tu vis mieux. Et surtout, tu peux faire des plus gros DCA et tout ça que je ne pouvais plus faire. Mais j'avais cette conviction qu'un jour ou l'autre, en travaillant sur mes projets, en devenant marchand de biens, j'arriverais à faire mieux. J'arriverais à plus gagner ma vie. Mais j'ai pris un risque et pendant 18 mois, j'ai moins gagné, forcément, parce que j'ai lancé les activités. Et peut-être même pendant les 2 ans ou 3 ans d'après, j'ai à peine réussi à égaler mes salaires. Et aujourd'hui, je gagne bien plus que ce que je gagnais à l'époque. Mais parce que voilà, il a fallu lâcher une branche pour en attraper une autre et avec un petit temps de latence entre les deux. Mais quand tu gagnes très bien ta vie comme ça, il y a forcément un moment de flottement où tu vas peut-être un petit peu moins bien la gagner en attendant. Et encore, là, tu as un gars qui est prêt à te faire une rupture conventionnelle. Donc, pour moi, je ne peux pas répondre à ta place et te dire que tu fais bien de quitter ton job. Ça, il n'y a que toi qui le sauras. Je pense que cumuler ton travail actuel avec les investissements, je pense que ce serait extrêmement compliqué si tu es prisonnier 8 heures par jour de cette boîte. Maintenant, tu as plein de perceptions qui peuvent s'offrir à toi. Pourquoi pas demander un 80% ou peut-être même un 60%. Ça peut fonctionner, on ne sait jamais, hein, s'ils ont besoin de toi et qu'ils veulent te garder. Et tu consacres 2 journées par semaine, 1 à 2 journées par semaine à tes investissements et les 3 autres journées pour la boîte. Regarde mon pote Chouchou, dont je parlais au début de ce podcast. Il a commencé par demander un 80% et il passait 1 journée sur ses invests. Aujourd'hui, il est à 60%. Il conduit des trains en Suisse et il consacre 3 jours à conduire les trains et 2 jours sur ses investissements. Ça peut être aussi une solution, on ne sait jamais. Peut-être qu'ils accepteraient un 80%. Si tu n'as pas demandé, tu ne peux pas savoir. Et ça te permettrait peut-être d'avoir ce palier en attendant entre les deux, ou peut-être même un 60%, et garder un revenu qui est quand même confortable et pouvoir développer à côté ta boîte de marchand de biens. Donc voilà un petit peu tout ce que je peux te dire. J'ai pas de solution miracle, Thomas, pour toi. Malheureusement, j'aimerais bien avoir la solution toute faite et te la porter sur un plateau. Pour le coup, j'ai pas de solution miracle pour toi. Par contre, la chose que je peux te dire, c'est que si tu travailles tes victoires, si tu travailles sur ta légitimité, si tu travailles sur tout ce que tu as été capable de faire, prendre confiance en toi, 33 ans, 820 000 euros de patrimoine net, c'est extrêmement propre. Que tu réalises tout ce que tu as fait, tu fais partie du 1% français, concrètement, à ton âge. Enfin, surtout à ton âge, tu fais partie plus que du 1% français. Tu es dans le 0,5% français. Prendre conscience de tout ça et tu te dis que tu vas miser sur toi et que quoi qu'il arrive, tu rebondiras. Tu as été capable d'avoir un job à 70 000, tu es capable d'en trouver un à 80 000. Même si tu fais une pause pour faire du marchand de biens, spoiler alerte, ça va marcher. Et que ça ne fonctionnait pas par le plus grand des mystères, tu retrouverais un job et tu pourras avancer. Tu n'es pas dans la situation de quelqu'un de précaire, dans la situation de quelqu'un qui ne peut pas prendre de risques. Au contraire. Donc voilà ce que je te répondrai, mon petit Thomas. Et la liberté, pour finir, c'est quelque chose qui se prend, c'est pas quelque chose qui se donne. Si c'était si facile, ça n'aurait pas la même saveur. Pourquoi l'indépendance financière, ça fait rêver autant de gens? Pourquoi ça fait envie à autant de gens? Parce que ce n'est pas un truc qui est facile. C'est un truc qui demande du courage, qui demande des sacrifices, qui demande de l'engagement. Donc, pour finir, c'est normal que tu te poses des questions et c'est normal que ce soit difficile. Mais je pense que tu trouveras plus tes réponses du côté du dev perso et de la PNL plutôt que purement dans une logique mathématique, financière et immobilière, pour le coup. Voilà mon petit Thomas. Mais je vous propose qu'on arrête. Hein. Je parie que les cuts, on doit être au moins 1h40 de podcast. On aura pris 5 questions. Et voilà, j'aurais beaucoup parlé dans ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. C'était le premier de l'année. Dites-moi pour le prochain, qu'est-ce que vous avez envie? Est-ce que je vous fais un autre Allons Tonton? Oh là là. Il est temps de s'arrêter. Et surtout que j'ai plus d'eau vu que je l'ai renversé. Est-ce que je vous fais un autre Allô Tonton ou est-ce que je vous fais ma rétrospective de 2025 avec les 12 leçons que 2025 m'a appris? Dites-le moi, Une vie de liberté, c'est aussi votre podcast. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine. Je vous retrouve ici dans 15 jours. Et d'ici là, je vous souhaite le meilleur et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.